Bonjour à tous, nous sommes ensemble cet après-midi pour accueillir Pierre Salvadori et on est vraiment très très heureux qu'il ait accepté cette invitation. Je vais dire deux petits mots d'introduction. On lancera un extrait pour démarrer cette masterclass, pour présenter un peu son œuvre. Et puis ensuite, j'inviterai Pierre et Raphaël Pirer, qui a accepté de mener l'entretien, de venir sur scène, et je leur laisserai la place. Donc Pierre Salvadori, on le connaît pour avoir, vraiment, je tenais à le dire, redonné à la comédie populaire une noblesse, une ambition, une fierté. Et on a beaucoup souligné les liens que son cinéma entretient avec la comédie de l'âge d'or américain, avec Cukor, Lubitsch évidemment. Mais ça me semblait intéressant de dire qu'en fait, chez ces cinéastes, les personnages sont des personnages aisés, sont des personnages bourgeois. On s'est débarrassé de la question sociale, de la question du réel, pour vraiment pouvoir travailler profondément, uniquement la question de la comédie, et que chez Pierre Salvadori, en fait, c'est l'inverse. Ce sont des personnages qui sont vissés au réel, des déclassés, des marginaux, des personnages en galère, et que la tendresse, la bienveillance et l'amour qu'il porte à ces personnages fait que son cinéma est particulièrement précieux. Alors il y a Jacques Rancière, qui est un philosophe que moi j'aime beaucoup et que peut-être vous connaissez, notamment pour avoir écrit Le Maître ignorant et Le Spectateur émancipé, qui en fait dit que le politique commence quand les places établies du corps social sont remises en question. C'est-à-dire ceux qui savent et ceux qui ne savent pas, ceux qui ont le pouvoir et ceux qui ne l'ont pas, ceux qui pensent, ceux qui travaillent. Et que le travail de l'artiste, le travail du cinéaste notamment, en fait, c'est de faire bouger ces lignes-là, c'est de revendiquer un excès par rapport à l'ordre établi, que la fiction, ça ne soit plus seulement l'apanage des héros et des puissants, mais qu'au contraire, c'est le travail du cinéaste, c'est de redonner la possibilité de fiction à ceux que le réel écrase. Et donc c'est une idée qui nous travaille beaucoup évidemment dans les dispositifs d'éducation au cinéma et qui pour nous, que pour nous vraiment Pierre Salvadori a des personnages qui incarnent cette idée-là, qui a des personnages qui débordent, qui ne se contentent jamais des places qu'on leur assigne, qui sont toujours à côté, qui sont les rois du buissonnier, les rois de la traverse, et qui nous aident à penser, qui nous aident à agir. Donc on était aussi particulièrement heureux de l'inviter pour cette raison-là aussi. Et enfin, parce que je vais laisser la place au cinéma et à Pierre et Raphaël, sa croyance profonde qu'on va retrouver dans chacun de ses films, qu'en fait la vie naît de la fiction, que c'est parce qu'on invente quelque chose, parce qu'on invente une fiction, parce qu'on invente des histoires, vraies ou fausses, qu'il y a quelque chose qui peut advenir dans le monde, et que évidemment, c'est une pensée aussi qu'on fait nôtre dans École et Cinéma et dans Collège au Cinéma. Voilà, donc je vais laisser la place au cinéma avec la séquence d'ouverture dans Liberté, qui est son film le plus récent, que sûrement beaucoup d'entre vous ont vu, et puis ensuite j'inviterai Raphaël et Pierre à venir sur scène. Voilà. Merci à tous. On vient d'entrer dans ton cinéma par la première séquence de ton dernier film, En Liberté, qui est une comédie. Mais cette séquence montre bien quand même la façon un peu singulière dont tu abordes la comédie, ou peut-être le comique, on pourrait dire, puisque dans tes films, il y a toujours une hybridation, un mélange entre le comique et quelque chose de plus sombre. Tu as réalisé 9 longs métrages à ce jour, et dans tes films les plus sombres, comme les plus noirs, comme Dans la cour, qui parle d'addiction à la drogue, de choses assez noires, il y a quand même des parts comiques, comme on le verra tout à l'heure, et dans tes vraies comédies, il y a toujours quelque chose de plus social, de plus sombre, d'assez dépressif, comme Les Apprentis qui parlent de dépression, ou Après vous qui parle de suicide. Avant d'être cinéaste, tu as eu une formation de comédien, tu as été comédien pendant un temps, et tu as écrit des one-man shows, des stand-up que tu as interprétés toi-même. Est-ce que cette question du comique, c'est quelque chose que tu as choisi comme mode d'expression, ou est-ce que c'est vraiment inhérent à ta façon de voir le monde, à le regarder toujours avec un petit décalage souriant ? C'est peut-être la seule façon, si tu veux,
le seul biais que je m'autorisais à utiliser, peut-être. Sinon, je n'aurais jamais pris la parole d'une façon ou d'une autre. Peut-être parce que j'ai jamais été totalement sûr de mon expression, déjà, de mon verbe, de ma façon de parler, de ma pensée. Et j'avais le sentiment qu'au moins, si ce que je racontais était drôle, peut-être que ça passerait mieux. Et voilà, j'ai toujours eu le sentiment qu'il n'y a que cette façon. Enfin, oui, c'est peut-être ça, la seule façon. Le seul biais que je m'autorise. Et ça a été pareil pour le cinéma. J'ai eu le sentiment que je pouvais adresser une parole, une pensée ou raconter des histoires uniquement si au moins je savais que je garantissais une émotion et un plaisir au spectateur. C'est peut-être plus une lâcheté qu'autre chose. Après, je me pose jamais, c'est marrant, quand je commence un récit, je me pose jamais la question du comique ou du drame, etc. Je me pose toujours la question du récit. Comment chanter du point de vue, comment raconter une histoire d'une façon inédite, comment ouvrir un récit, comment raconter une scène d'une façon originale. Et puis après, j'ai ce qu'on appelle un penchant, c'est-à-dire qu'effectivement, je pense, je commence à avoir un savoir-faire. J'ai toujours eu le goût de ça, oui, de la comédie. Et les premières révélations, les premières stupeurs que j'ai eues, c'est en face de comédie. Les premiers vraiment émerveillements. Premiers émerveillements de cinéma. De cinéma. Parce que je comprenais pourquoi c'était bien. Alors que d'autres films m'écrasaient, j'osais pas dire. Dès que c'était un film italien, j'ai dit c'est super. Je savais pas quoi. C'était Zeffirelli ou Comencini, c'est super. J'avais peur et tout à coup j'ai vu un film de Lubitsch et j'ai compris pourquoi c'était une mise en scène merveilleuse. J'ai compris à quoi servait un metteur en scène. J'ai compris que la même histoire filmée par quelqu'un d'autre, et je dirais même le même scénario filmé par quelqu'un d'autre, aurait donné une mise en scène et la réalisation aurait été totalement différente, un autre film totalement différent. Donc là, tout à coup, j'ai compris que faire un film, c'était avoir un point de vue sur une histoire. Et le point de vue, ce qu'il utilisait, sa façon de faire me séduisait énormément. Mais c'est vrai que spontanément, même quand j'ai choisi le stand-up, je faisais rire. J'ai toujours eu ce penchant-là. Ouais. Le premier film de Lubitsch qui te crée un choc esthétique, c'est Haute Pègre ou Non, c'est Haute Pègre, je pense que c'est le plus beau, mais c'est Le ciel peut attendre, qui est un titre magnifique. Et alors, je me rappelle l'avoir vu dans un cinéma de Saint-Germain-des-Prés. Et voilà, c'est un copain qui m'avait emmené. Et vraiment, j'ai eu deux chocs au cinéma, si vous voulez. J'ai eu un premier choc, c'était en voyant un film indépendant américain des années 70, quand j'avais une quinzaine d'années, qui s'appelait L'Épouvantail, qui est un film de Jerry Schatzberg. Mais parce que j'avais jamais vu de film comme ça. J'avais jamais vu de film où le héros pouvait mourir à la fin ou devenir fou et où les personnages étaient traversés par des émotions extrêmement violentes et des récits sombres. Moi, je connaissais que Belmondo et le Guignolo, si vous voulez. Donc, je vois ce truc et j'étais stupéfait. Je suis même un peu plus jeune quand même, parce que le mec, il va tard voir un peu des films. J'avais 23 ans. J'avais juste vu le Guignolo. Non. Je devais avoir 13 ans, je sais pas, je mens un peu peut-être, mais bon, bref. En tout cas, j'étais sidéré. Voilà, j'étais comme le personnage d'Al Pacino à la fin du film. Il est en catatonie. Moi, j'étais pareil, je ne pouvais plus me lever. Et j'ai longtemps cru que c'est les acteurs qui m'avaient touché comme ça, alors qu'au fond, c'est le cinéaste. Et donc, ça, c'est un premier choc. Mais si vous voulez, c'est un choc, c'est une émotion qui est... voilà, je suis bouleversé par ce qui arrive à ces gens-là, finalement. Je suis bouleversé par ce qui arrive à Ackman et Pacino dans L'Épouvantail, qui sont des espèces de clochards célestes, comme ça, des errants magnifiques. Et après, le deuxième choc, c'est un choc esthétique. C'est-à-dire que je vois Le ciel peut attendre, et là, c'est merveilleux. C'est-à-dire, je comprends pourquoi c'est beau, je comprends pourquoi il a mis sa caméra là et pas là, je comprends son art du récit, la litote, la suggestion, la poésie, et tout à coup, je comprends ce que doit être un film. Pour moi, ce que doit être un film. 1, la fiction. 2, le point de vue et la mise en scène. La poésie, voilà. Le réalisme ne m'intéresse pas du tout. C'est la vérité qui m'intéresse. Donc le vraisemblable peut. Et chez Lubitsch, c'est vraiment la mise en scène se déploie et les émotions arrivent. Et parfois, je suis plus touché encore. Je me rappelle avoir revu Haute Pègre et je pleurais à la fin, alors que c'est drôle. Ça me bouleversait de voir cette maîtrise et cette poésie incroyable, quoi. Cette maîtrise totale, le film parfait. On va peut-être revenir sur le Guignolo. Non, pas forcément. Tu as choisi de faire débuter En liberté par une scène d'action.
Donc qui est une espèce de fausse piste dans le récit. On est dans une pure comédie. Anne le rappelait bien en introduction. Tu renouvelles, tu prends vraiment une place particulière dans la comédie populaire en France. Tes films ont été très vus. Les Apprentis, c'est vraiment un film qui a marqué son époque. Voilà, tu as connu des grands succès au box-office. Comment est-ce que tu te situes, toi, par rapport à la comédie française ? Est-ce que quand tu réalises cette séquence-là, tu penses à des films des années 80 ou 70 qui mélangeaient comme ça humour et action Je pense à ce que le spectateur... à ce que ça évoque pour le spectateur. Je pense au spectateur avant tout et à ce que ça va susciter. Et donc forcément à ces références-là, mais pour lui, pas pour moi. C'est ni un hommage, c'est un jeu. Donc si vous voulez, j'ouvre avec ça. Alors il y a plusieurs choses. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à écrire En liberté, je disais au scénariste, il ne faut pas d'intrigue, un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on ne se souvient jamais d'un film pour son intrigue, mais il faut faire croire au spectateur. Le spectateur va croire qu'il est dans une comédie policière, il va vite falloir lui expliquer que non. C'est une scène qu'on verra plus tard après dans le film. Et au départ, vraiment le désir profond que j'avais, c'est de donner un plaisir physique au spectateur. J'avais envie qu'en regardant le film, il y ait une jouissance, une jubilation et un plaisir. Donc, j'ai voulu qu'on entre par une porte dans le film et qu'ensuite, on soit emporté, qu'il y ait un rythme, une rapidité, un mélange d'émotions. Je me suis rien interdit, alors que souvent je pouvais me censurer, me dire non, ça c'est pas élégant, machin truc. Là, j'avais envie de mélanger les émotions plus que les genres, qu'on passe d'une scène d'action un peu haletante et ironique à ensuite un enfant dont on comprend que son père est mort et que sa mère essaye de l'évoquer. Il fallait que dans les premières séquences, en plus, ce soit dit, posé, parce que j'ai toujours pensé que, si vous voulez, dans la première séquence d'un film, c'est le moment où on dit le langage du film, où on dit au spectateur quelle langue va parler le film. On établit un petit peu les bases et les frontières, et c'est une fois qu'elles sont mises qu'on peut inventer et être... vous voyez, c'est ce qui est possible, ce qui n'est pas possible, ce qui du coup va être du ressort de l'imagination et de la trouvaille ou pas. Si tout est possible, rien ne se passe. Donc dès le départ, je donne un peu le ton du film, son langage, et puis après, on avance. Donc là, l'idée, c'était de parler un peu de ça, de très rapidement dire que on allait voir des émotions très différentes se succéder, un peu plus comme chez Black Edwards que chez Lubitsch, et que voilà, j'avais vraiment décidé. À un moment, j'ai eu peur d'ailleurs quand j'écrivais. Je trouvais que certains dialogues étaient trop littéraires, des déclarations d'amour extrêmement écrites, etc. Et puis je me suis laissé aller à ça avec beaucoup de plaisir. Voilà. Donc ces premières séquences, elles disent ça. L'ironie, l'aventure, la bagarre, et juste après, la solitude d'un enfant et sa mère qui essaye de dire à son fils qui était ce père. Voilà. Les mères font les pères. Oui. Ce que m'avait dit ma mère un jour, j'avais adoré cette phrase et c'était resté. Les mères racontent les pères longtemps après, comment ils étaient. Et voilà, elle me disait tout le temps, moi, je vous ai toujours raconté votre père dans le soleil couchant, en contre-plongée, mais tu sais, c'était aussi... Et j'ai dit non, laisse-moi le truc. Et voilà, et après, c'est un peu ça l'histoire. C'est comment, à travers une fiction, une femme va essayer de dire à son fils qui était, hélas, vraiment son père. Le début d'un film, ça donne sa tonalité, le type d'émotion, mais c'est aussi le premier moment de rencontre entre le spectateur et le personnage. Et là, tu choisis que Adèle Haenel, qui est commissaire de police, qui est veuve, une veuve qui va beaucoup déchanter sur qui était son mari, tu choisis de la montrer d'abord comme une mère. Et tu travailles énormément les débuts de tes films et la présentation des personnages aux spectateurs, cette première rencontre. Alors oui, bien sûr. Après, parce que le film, il tourne aussi un peu de ça, des mythologies familiales, etc. Bon, il y a ces thèmes, mais moi, j'ai jamais vraiment des thèmes comme ça. C'est des choses qui arrivent tout doucement, c'est des phrases qui marquent, etc. Mais c'est pas en soi le sujet, c'est presque plus formel. Le c'est sujet. Une femme d'action et tu choisis quand même de la montrer en tout premier dans son environnement domestique, ce qui va amener une couleur particulière à son personnage. Oui, et puis parce qu'il faut qu'on la connaisse et qu'on la comprenne très vite. C'est-à-dire que toutes les premières scènes, c'est elle. Hein. J'ai vite compris en montant qu'elle était ce qu'on appelle le protagoniste, celle qui portait le récit. Donc voilà, il y avait d'autres séquences à l'écriture, je suis resté sur elle. C'est ce qui... Alors, oui, il faut la montrer comme mère, ensuite comme flic, un peu comme ça, on la voit dès l'inauguration, un peu réticente, avec des doutes, qui parle
de ses peurs, de ses inquiétudes, et puis ensuite on va la projeter dans cette rencontre et dans cette histoire. Après, ce qui est important aussi pour moi, c'est de poser le style du film. Il y a un film que j'aime énormément qui s'appelle Serenade 3, qui est de Lubitsch. Et bien, si vous voulez, dans la première séquence du film, contient tout le film. Ça, pour moi, c'est merveilleux. C'est une rencontre. C'est une femme dans un compartiment, 2 hommes face à elle, James Stewart. Et voilà, juste au moment où je le dis, je me dis merde, c'est qui l'autre, je ne sais plus, ça va me revenir. Et cette jeune femme. Et puis, elle dort et les 2 hommes la regardent et on comprend qu'il la trouve séduisante, etc. Et il y en a un des 2 qui la dessine. Bon, et puis ils mettent leurs pieds. Elle dort chacun d'un côté. Elle est comme prisonnière de ces 2 hommes. Et puis les 2 s'endorment. Et elle se réveille et elle voit ces 2 hommes. Elle aussi, on voit qu'elle est charmée, etc. Et elle pose, elle aussi, ses 2 jambes au milieu des 2. Et on comprend que toute l'histoire qui est contenue déjà dans ce compartiment, ça va être une histoire d'amour d'une femme entre 2 hommes et les déchirements. Et déjà, il y a des ironies. Déjà, tout le film est contenu, si vous voulez, dans cette première séquence et est développé à partir de ça. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime énormément. C'est comme établir un lien avec le spectateur et lui dire, voilà. Je propose qu'on regarde la toute première séquence des Apprentis, qui est un beau modèle de programme esthétique du film, donc qui date de 1995. Valérie, ouvre! Valérie, ouvre! Oh, c'est pas fini là? Ta gueule. Mademoiselle, si vous retirez le plomb, vous coupez l'électricité de la sonnette. Essayez les tous, vous trouverez. Oui. Je suis un ami de Benoît, il est pas là? Il dort, il rattrape son sommeil. Antoine, Salut. excuse-moi, je reviens des States. Écoute Valérie, c'est compliqué, je peux dormir là, une nuit ou 2? T'as qu'à prendre la chambre du fond. Valérie, je t'écris pour te dire que je me suis installé depuis quelques jours chez Benoît. Il n'est jamais là, mais je cohabite avec un certain Frédéric, dont la capacité à ne rien faire est assez fascinante. Depuis que tu m'as quitté, depuis notre séparation, je n'écris plus tellement et la pièce n'a pas beaucoup avancé. J'écris beaucoup et ma pièce est presque terminée. Je pensais que nous pourrions aller dîner, déjeuner. Je pensais que nous pourrions... Valérie, je t'écris pour te dire que je suis installé depuis 4 mois chez Benoît. Il passe sa vie aux États-Unis et je cohabite avec Frédéric, un jeune garçon sympathique qui sait très bien faire les pâtes et réparer les motos. Je crois avoir laissé quelques disquettes à la maison. Chez toi. Pourrais-je passer les prendre un soir? Je me demandais si... Valérie, voilà 1 an et demi que tu n'as plus de mes nouvelles. J'habite chez Benoît, qui est devenu très con depuis qu'il passe sa vie aux États-Unis. Je cohabite avec Fred, un garçon sympathique, dont je n'ai toujours pas compris la principale occupation, mais qui sait très bien faire les pâtes, réparer les motos et écouter ma pièce qui est terminée. Presque terminée. Je passais devant chez toi l'autre jour et j'ai pensé que tu serais heureuse, que tu serais contente, que ça t'amuserait peut-être. Valérie. Valérie, tu vas sûrement trouver cette lettre étrange après 3 ans sans nouvelles. Je vis depuis tout ce temps chez ce comte Benoît qui m'a dit t'avoir rencontré à New York. Je suis content de savoir que tu voyages. Ici, je cohabite avec Fred, un jeune homme attachant. J'ai repris l'écriture de ma pièce et l'ai terminée récemment. Elle est terminée quasiment.
est-ce que tu fais autant de bruit quand tu pisses? Mais c'est incroyable, enfin, que tu peux pas pisser sur le côté comme tout le monde. J'aime bien pisser au milieu. Ça me donne un sentiment de puissance. Je m'affirme. Oui, bah Mercier, il se plaint, il dit qu'il t'entend t'affirmer en pleine nuit. C'est comme ça, j'y peux rien. Si je pisse pas au milieu, j'ai pas l'impression de pisser. Ça me soulage pas. Y a rien d'autre à bouffer? Je sais pas, quelque chose de végétal qui pousserait dans la terre? Comme une salade ou une tomate. Une tomate, tu te rappelles? Bah, avec de l'eau et du sucre, c'est pas dégueulasse. Combien de temps est-ce que ça dure, la familiarité ou l'intimité avec quelqu'un qu'on voit plus? Pourquoi est-ce que tu me demandes ça? Parce que je suis en train d'écrire une lettre à Valérie, puis je sais pas si je mets Valérie ou ma petite Valérie, ma chère Valérie. Ça fait combien de temps que je l'ai pas vu déjà? 4 ans et demi. Ma mère Valérie. Chère madame. Mon adolescence résumée en 5 minutes. On va pas voir que des extraits avec des portes, mais c'est quand même un motif important de ton cinéma, cette question de figurer concrètement, l'idée d'entrer dans un monde ou pas, de rester à la porte de quelque chose. C'est pas la trouvaille du siècle, mais j'aime trouver une idée pour commencer. J'aime dire au spectateur qu'il ne va pas entrer dans un univers forcément... que le principe du film, il ne va pas se reposer sur une forme de reconstruction ou de copie du réel. Qu'on entre dans une fiction, et aussi au théâtre, vous savez, il y a les 3 coups, etc. J'essaie toujours de trouver un début qui laisse entendre qu'on entre dans quelque chose qui va être d'une façon ou d'une autre un récit poétique et dramatisé, une fiction. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a eu les portes. J'essaye toujours vraiment de commencer par une idée. Là, on voit le temps qui passe, et c'est... Voilà, voilà, c'est une façon de dire au spectateur que ce qui compte pour moi, c'est le style. Bizarrement, moi, je suis un formaliste, même si parfois ça paraît un peu crado, pas terrible et tout. La façon de raconter, c'est très, très important pour moi. Oui, je disais avant de voir l'extrait que c'est aussi un programme narratif du film, cette séquence. Le film va raconter un surplace, et donc ce plan fixe, c'est fondu sur plusieurs plans fixes. C'est une façon très très concrète et très ramassée d'annoncer au spectateur dans quel récit il va se trouver. Ça, c'est ce qu'on peut ressentir après. C'est pas quelque chose que je théorise au départ. Même si je théorise énormément de choses, je cherchais une idée qui dise que le temps passe, que c'était une amitié de circonstance, que ce ne sont pas des gens qui se sont choisis, mais qui se sont peut-être trouvés, rencontrés, et puis qu'une amitié s'est forgée avec le temps. C'est pour ça qu'au début, il est assez caustique, il se fout un peu de sa gueule dans les lettres, et puis après, il dit un garçon attachant, on comprend, qui commencent à avoir pris la mesure et l'habitude l'un de l'autre, et qu'il y a un attachement dans ces 2 solitudes, ce qui fait que quand ensuite on les retrouve, voilà, on sait le temps qui est passé, on sait l'ennui, c'est plus toutes ces choses-là. On sait la répétition, l'obsession, l'état amoureux, le côté un peu infantile du personnage de Cluzet qui n'arrive pas à avancer, à progresser, etc. Voilà. Après, il y a des choix comme ça, et puis il se trouve que ça peut induire d'autres choses. Tout n'est pas... hélas, j'ai pas une vision totale de ce qu'on peut ressentir. Voilà, c'était une façon de dire ça qui soit la plus elliptique et la plus ironique et plaisante possible. C'est un film sur un écrivain qui n'arrive pas à écrire. Toi, tu écris depuis que tu es très jeune. Tu as écrit tous les scénarios de tes films. Oui. Et tu écris souvent à 2 mains. Oui. Avec 1 ou 2 autres personnes. Oui. Est-ce que c'est aussi douloureux que pour François Cluzet, pour toi, l'écriture, ou est-ce que c'est un moment tout de ce que plaisir? vous avez entendu là, de toute façon, c'est
non seulement personnel, c'est presque intime, parce que moi, j'ai eu ces trucs de rester amoureux 10 ans de la même personne, amoureux de la même personne pendant 10 ans et d'écrire des lettres qui ne partaient jamais, tous ces trucs. Et donc, quand tu me demandais pourquoi c'est le choix de la... Il vaut mieux en rire, quoi. Pourquoi le choix de la comédie? Parce que sinon, c'est vraiment dramatique, quoi. C'est insupportable. De bêtises presque aussi, mais bon, il faut grandir. Mais voilà, donc l'écriture, alors pourquoi à deux? Au départ, c'était presque... un peu cynique, quoi. Je me disais, il me faut un réveil matin, si j'ai rendez-vous avec quelqu'un, j'irai, parce que c'est dur d'écrire, il faut se convoquer, c'est vraiment une discipline, et il n'y a personne qui va vous mettre des tartes si vous n'allez pas écrire, si on ne va pas au bureau. C'est ça qui est terrible, c'est cette liberté de ne pas faire, et qui fait qu'à un moment, on peut cesser de faire des films, et j'ai vu beaucoup de cinéastes arrêtés de ma génération, qui ont commencé, puis hop, ça s'étiole, parce qu'il faut se convoquer régulièrement, il ne faut pas attendre l'inspiration. Beaucoup de gens me disent « Ah oui, mais là, j'ai pas d'inspiration ». Quand on croit en l'inspiration, on commence à faire un cinéma un peu d'aristocrate, parce qu'il ne faut pas croire qu'à un moment, quelque chose va venir se poser sur votre épaule et vous souffler à l'oreille la vérité sur la condition humaine. Et quand on attend l'inspiration, on fait des films qui sont loin des gens, parce qu'on ne pense pas au langage, on pense pas, on réfléchit, on attend comme ça. Donc ça, c'est vraiment le piège, et je me suis souvent forcé à prendre des co-scénaristes pour des raisons au départ un peu bêtes, comme ça, un peu pragmatiques. J'ai rendez-vous à 8h30 avec quelqu'un dans un bureau, pas chez moi, dans un endroit qu'on trouve, etc. Et puis ensuite, vous faites des rencontres et vous vous rendez compte qu'il y a des gens qui parlent le même langage, qui ont le même amour du cinéma. Et là, réfléchir avec eux, ça devient passionnant. Et donc, il y a eu des rencontres, Marc Sirigas au début, et ensuite Benoît Graffin, qui a été vraiment une rencontre déterminante, où on a eu du plaisir à écrire, à voir des films ensemble pour se donner du courage, de l'inspiration, etc. Mais je n'écris avec les scénaristes que ce qu'on appelle le traitement ou le séquencier. Avec Benoît, il m'arrivait même de trouver l'idée originale, de quoi on veut parler. Je savais que je pouvais arriver à lui dire « J'ai envie de faire une comédie. Ah ouais, sans blague. Oui, mais je ne sais pas de quoi on va parler, etc. » Donc on cherchait même un sujet ensemble, puisque Hors de prix et de vrais mensonges, on a vraiment trouvé le sujet ensemble en parlant de nos vies. J'avais rien. Souvent, je peux arriver en disant « Tiens, j'ai pensé à ça », comme là sur les 2 derniers films. Mais là, j'avais rien. Et donc ensuite, on écrit un traitement, une sorte d'intrigue. Hors de prix, c'est autobiographique de toute façon, ça paraît bizarre, mais je suis aussi Audrey Tautou, comme disait Flaubert. Hors de prix, c'est l'histoire d'une... C'est que Flaubert a dit Audrey Tautou, c'est moi. Donc, donc je suis aussi Audrey Tautou, où je suis tous mes personnages. Ils disent tout le temps des choses... Enfin, il y a une part de moi, si vous voulez, dans leur façon de parler, parce qu'à un moment, il faut développer un personnage, il faut lui trouver des goûts, des penchants, des trucs. Donc, je ne connais pas, moi, je n'ai pas une vision comme ça. Je pars de mon expérience et de mon rapport à l'amour, à l'argent, à la guerre, au travail, tout ce que vous voulez. Je peux pas. Évidemment qu'il y a une part d'imaginaire parfois, mais c'est vrai que souvent, les personnages principaux, c'est un peu des émanations. Voilà, donc après avoir fait une intrigue et un séquencier avec eux, essayer de pousser le plus loin possible sans les dialogues, ensuite, je fais seul l'adaptation et les dialogues. Parce que, ça c'est Mankiewicz qui disait ça, il disait l'adaptation c'est la mise en film, ce que je trouve une magnifique expression, c'est le début de la mise en scène. Quand vous commencez à écrire le traitement, la quantité dialoguée, quand vous écrivez les didascalies, etc., déjà, vous induisez un rythme dans le récit plus ou moins rapide, vous décrivez des choses, vous commencez à choisir par un objet, etc. Dans mes didascalies, je décris déjà vraiment la mise en scène. Et c'est pareil, et les dialogues, c'est peut-être le seul endroit où vraiment je peux avoir une tranquillité ou presque un plaisir à écrire. Donc voilà, c'est ça que je fais. Parce que pour moi, c'est vraiment le début de l'appropriation, quoi, le moment où je m'empare du film, et le film devient un film de moi. Voilà. Ce que j'aimais beaucoup aussi dans cette séquence d'exposition des apprentis, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans ton cinéma, qui est le mélange du romantique et du trivial. Parler de grands sentiments et aussi parler du bruit qu'on fait en pissant. Et ça, c'est un collage qu'on retrouve beaucoup ça dans aussi, tes films. Le voisin d'en dessous, quand j'étais enfant, un jour s'est plaint à mon père devant moi. Il disait qu'il faisait du bruit quand il allait aux toilettes. J'étais outré qu'un mec, Monsieur Gauthier, je me suis vengé de lui. Monsieur Pastor, dans tous mes films, il y a un Monsieur Pastor ou un Monsieur, je ne sais plus lequel des deux voisins c'était. Je me suis vengé. Même après leur mort, j'ai continué. Hein. Chaque fois qu'il y avait un idiot, j'étais outré que devant moi, ils disent à mon père qu'il faisait du bruit en pissant la nuit, parce que mon père se réveillait la nuit pour aller pisser. Et le mec l'entendait en dessous. Et puis après,
j'aurais pas pu parler, si vous voulez, de cet état amoureux un peu pathétique et très émouvant en même temps si j'avais pas mis une situation un petit peu plus décalée au départ. Je me voyais pas commencer Les Apprentis avec un mec qui quand est-ce que ça part, la fille arrivée, jusqu'à quel moment on peut encore dire à quelqu'un voilà, c'est vrai, quand est-ce qu'on perd en soi, ou quand est-ce qu'on sait que l'autre, quand est-ce qu'on accepte l'idée que l'autre nous a abandonnés aussi, vous voyez. J'aurais pas pu le faire d'une façon directe. Ça répond aussi à la question de la comédie. Je trouve que c'est plus intéressant comme ça. Si tant est que ça le soit, mais bon. Tu fais vraiment un cinéma de la parole, mais où souvent la parole dit autre chose que les mots. Enfin, les mots viennent raconter souvent des mensonges ou des approximations. On le sent bien là dans cette séquence des apprentis, où il y a toujours un repentir de ce qui est dit, toujours une correction à apporter pour essayer d'être au plus près de la vérité ou de ce qu'on aimerait que la vérité soit. Et j'avais envie qu'on aborde cette question avec de vrais mensonges, avec une séquence en chinois. De vrais mensonges, c'est un film que tu as tourné avec Audrey Tautou, dont le personnage dirige un salon de coiffure à Sète. Elle reçoit une lettre d'amour anonyme dont le spectateur sait, mais elle ne le sait pas, qu'elle a été écrite par l'homme à tout faire du salon, qui lui est joué par Sami Bouajila. Et au moment où on va prendre la séquence, tout le personnel du salon revient de la pause déjeuner et trouve Sami Bouajila. Et Audrey, elle a une idée particulière de qui est cet homme. Elle ne veut pas que ce soit autre chose. Vous voyez, elle a une idée d'elle-même, de sa grandeur, de sa générosité, de sa gentillesse, et puis tout le temps, c'est par rapport aux autres. Donc, elle pense que Sami, c'est ce qu'elle croit qu'il est. Et puis, elle va arriver un peu tard.怎么可以这样跟人家讲话？快把东西拿出来，放回原来的地方，然后给我滚！就跟你说什么都没有啊，白痴！你听不到吗？你是聋子啊！别把我当傻瓜哦！我知道你们的袋子里面肯定还有，什么也得不到。我刚才有听到你们在讲，什么都没有。在手袋里面还有菜花在里面也有。Donc, vous parlez couramment le coréen? Oui. Et le japonais? Oui, oui. Et donc, tout à l'heure, dans le salon, vous gueuliez en coréen ou en japonais? En chinois. Et pourquoi vous l'avez pas mis, ça, dans votre CV? Responsable du... Comment vous dites? Pôle traduction, secteur asiatique. Voilà. Pourquoi? Parce que je pensais que c'était pas tellement utile pour ce que vous cherchiez. Et combien de personnes travaillaient sous votre responsabilité à l'UNESCO? L'UNESCO? Ben, l'UNESCO, oui. C'est ce que j'ai dit. Combien? 31. Et vous avez fait beaucoup d'études pour en arriver là? Oui. Et pourquoi vous faites des travaux ici alors que vous pourriez être là-bas à traduire des trucs importants? Je me suis fait renvoyer. Pourquoi, si c'était pas indiscret? J'ai fait une dépression. Une nuit, en plein milieu d'une négociation entre Italiens et Chinois, j'ai frappé l'ambassadeur italien et je me suis effondré en larmes. Vous parlez italien aussi? Oui. Et puis j'ai voulu m'installer en province, alors j'ai pris le train et je suis venu ici. Et puis j'ai vu votre annonce en vitrine. Entretien, travaux, peinture. Rien qu'en lisant ces mots, je me suis senti soulagé. Entretien, travaux, peinture. Oui, c'est exactement ce que je voulais. M'occuper de choses simples, dans un endroit pas compliqué, sans aucune responsabilité. Vous trouvez que vous faites un métier pas compliqué, sans responsabilité? Non, c'est pas ce que je voulais dire. Vous êtes responsable de la maintenance et de la propreté, donc de la sécurité et de la santé de nos clients. Oui. Et des employés. Ah oui, oui, tout à fait. Et vous faites toute l'électricité dans le sauna? Oui. Vous y connaissez vraiment en électricité? Oui. Ah non, mais dites pas oui, comme ça me fait peur. Ah non, non, mais j'ai toujours aimé bricoler. Bricoler?
Oui. Et moi, j'ai besoin de savoir que je peux vous faire confiance. Hein. Mais vous pouvez. Il faut croire que non. Vous m'avez menti. Écoutez, je voulais pas faire de scandale, mais le salon démarre. Je sais qu'il y a un crédit, ça m'énervait de les voir vous voler, voilà. Bon, ben, vous pouvez y aller. You can go. C'est une actrice merveilleuse, Audrey Tautou. Je disais que tout à l'heure, on parlait, j'avais l'impression qu'elle avait été inventée pour dire mes dialogues. J'adore travailler avec Audrey. C'était vraiment... Ouais. Et j'ai jamais pu revoir ce film. Je sais pas pourquoi, c'est celui-là, je peux pas le revoir. Donc là, ça me fait plaisir d'entendre les gens un peu rire. C'est grave. Ce que j'aimais bien dans cette séquence-là, c'est cette question de la diction, d'entendre quelqu'un hurler, un personnage qu'on a vu jusque-là plutôt déférent, plutôt en retrait, plutôt en dehors de la scène. Le salon de coiffure est vraiment comme une scène entre les coiffeuses et les clientes. Et lui, il est toujours un peu à côté, un peu bord cadre. Et puis là, pour une fois, il est au centre de la scène et c'est lui qui mène la danse. Et avec cette voix très forte. Et ce que j'aime beaucoup, ce dont je parlais juste avant l'extrait, cette idée que des mots sont dits, mais ce qu'on en comprend, c'est autre chose que la signification des mots eux-mêmes. C'est l'intonation, c'est la situation, c'est la surprise de voir un homme si discret prendre ce rôle-là. Oui, alors ça c'est tout à coup, est-ce qu'on connaît jamais quelqu'un, patati patata, tout à coup elle découvre quelque chose qu'elle ne soupçonnait pas. Lui il prend une ampleur soudaine, ça lui donne un autre statut aussi. Et même pour le spectateur, tout à coup il devient un peu plus jeune premier parce qu'il est un peu plus mystérieux, etc. Et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est de voir Audrey s'effondrer, c'est-à-dire... Elle a une image d'elle, d'une femme sympathique, ouverte, etc., etc. Mais elle n'aime pas beaucoup l'idée... au fond, elle porte sa part de complexe, comme nous tous. Elle a ses complexes et ses fragilités. Et elle déteste l'idée de voir... Parce que c'est par là, moi j'ai souvent eu ce truc... j'avais ce complexe de ne pas avoir fait d'études, etc. Donc je vois tout à fait ce que ça peut être tout à coup de voir quelqu'un à côté de vous qui, au bout de 6 mois, apparaît comme un être extrêmement érudit. Et voilà, donc ça m'intéressait beaucoup, ce personnage-là. Ça disait quelque chose d'Audrey et du trajet qui lui restait à faire pour atteindre ce garçon, quoi. Et voilà, et puis c'était fait d'une façon assez drôle. Et puis ça met en jeu aussi les préjugés que le spectateur peut... C'est une scène de muet, cette scène, finalement. C'est une scène muette, paradoxalement. Pardon, oui, ça met en jeu les préjugés que le spectateur peut avoir, parce que le spectateur lui-même ne s'attend pas à ce que cet homme-là puisse être si cultivé, si érudit. Mais nous tous, enfin, voilà. Donc mais après, c'est pas une fable morale, enfin, en tout cas pas à cet endroit-là. Au fond, cette histoire, c'est l'histoire d'une fille qui lit 2 fois une lettre. Et la première fois, elle la met à la poubelle, la même lettre, et la deuxième fois, elle pleure. C'est ça l'histoire de Vrai Mensonge. Mais après, il y a des rencontres, des personnages qui apparaissent et des systèmes pour les faire apparaître, de comédie, de plaisir et de langage. Ça, j'adore ça, ça me plaît énormément. Vous parliez de scène, qu'il était comme sur une scène, ça revient tout le temps dans le film. Par exemple, chez Nathalie Baye, qui est la mère dans le film d'Audrey Tautou, j'avais fait construire une petite fenêtre, parce qu'elle est dans une maison à 7, dans laquelle il y a une petite cour comme ça, enfin il y a une petite terrasse ouverte, et j'avais fait construire une petite fenêtre, et j'ai mis des petits rideaux rouges pour que quand elle surprenne certaines confidences, on avait l'impression de voir comme un théâtre et qu'elle entendait. Voilà, ça revient aussi quand à un moment elle apprend la vérité. C'est un jeu d'ombre chinoise, elle est cachée derrière un rideau, et Audrey et Samy se parlent. Et elle apprend une vérité assez terrible, et on voit comme un film, ils sont en ombre chinoise, et on a l'impression de voir un film d'époque. J'essaye toujours de faire rentrer la fiction, ou l'idée de la fiction, et de l'importance de la fiction dans nos vies, dans le récit lui-même, et d'une façon fluide, si vous voulez, ou drôle, ou décalée. Parce qu'on voit des personnages de fiction, mais derrière cette idée-là, il y a aussi l'idée que chaque personne dans la vie réelle est aussi une fiction. Ils deviennent romanesques, si vous voulez, quand on les voit tout à coup derrière. J'avais fait mettre des faux palmiers, j'avais l'impression qu'on voyait un film des années 30 qui se passe dans les colonies, où les gens avaient des trucs avec Jean Gabin, quoi, si vous voulez. Et on voit Audrey et Samy parler, et Nathalie Baye et Judith Chemla sont toutes les deux assises.
et je les ai fait s'asseoir comme au cinéma, c'est-à-dire elles sont toutes les deux devant l'écran. Je lui dis, Chemla, regarde ce qui se passe, et elle est émue de voir les deux amoureux se parler, et Nathalie les regarde, et elle se sent trahie. Et toutes les deux pleurent, et pas pour les mêmes raisons, en regardant la même séquence, et je trouvais ça donnait une ironie, une épaisseur et une émotion en plus. C'est ça, quand je dis chercher une idée, c'est ça. C'était pas prévu comme ça. On devait tourner la scène, elle devait être là, ouvrir la porte, et puis regarder, je me disais, c'est une catastrophe. L'amant dans le placard, il faut toujours, il est nécessaire, si vous voulez. Le mec caché, la nana cachée, c'est nécessaire au cinéma, la surprise, la connivence avec le spectateur. Mais ce qui est intéressant, c'est d'essayer de renouveler, d'inventer et de créer une connivence avec le spectateur d'un autre ordre, une connivence presque esthétique. Tout à coup, on entend et on comprend le langage du film, on se met à parler le langage du film, et on aime d'autant plus ou pas, ou on rejette le film. Voilà, ça me passionne. D'amener tout doucement le spectateur à la langue du film. Voilà. Audrey Tautou a joué dans 3 de tes films et elle joue des rôles à chaque fois très très différents. Et ce qui est très frappant aussi dans ton cinéma, c'est le fait que tu as fait tourner les plus grands acteurs français, Catherine Deneuve, Daniel Auteuil, François Cluzet, voilà, plein d'autres, qui ne sont a priori pas des acteurs de comédie. Peut-être François Cluzet un tout petit peu plus que les autres. Et tu as cette envie de les décaler ? Non, j'ai jamais travaillé, à part avec Gad Elmaleh, je n'ai jamais travaillé avec des acteurs dits comiques. Parce que j'ai toujours peur qu'ils plaquent leur langue sur celle du film. Un comédien, un grand comédien peut être drôle ou réaliste. Pour moi, ce qui est important, c'est ce que je dis souvent, c'est que l'acteur parle le langage du film, comme le spectateur doit l'entendre. Et je disais à Adèle Haenel sur le dernier film, il ne faut pas que tu joues le rôle, il faut que tu joues le film. La vérité d'une femme trahie dans un film de Monicelli ou dans un Bergman, c'est pas la même chose que chez moi. Et je dis pas du tout, je me mets pas. C'est vraiment la même situation, mais c'est un langage différent. Donc, ça n'existe pas la vérité du jeu. Il n'y a pas une vérité, il n'y a pas une façon d'être triste qui est juste. Il faut être juste dans le ton du film. Il faut parler, il faut jouer le film, et il ne faut pas jouer l'émotion. Donc, même si à un moment, elle apprend qu'elle est trahie, qu'elle tombe dans les pommes, qu'elle comprend que son mari était un salaud, etc., et qu'il va falloir le dire à son enfant, etc., il faut trouver une façon décalée, juste, et en même temps à côté, de le dire. Je voyais un film de Nanni Moretti, Mia Madre, où à un moment, la réalisatrice pète un câble, et elle dit à l'actrice, je veux que tu joues le rôle, mais que tu sois un peu à côté aussi. Et elle est comme ça, et je me disais, moi, au lieu de me dire, mon Dieu, elle est folle, je dis, elle a raison, la réalisatrice, il faut être le truc, mais il faut un peu penser au spectateur. Il faut être cette courroie de transmission, créer une ironie, un langage, un relais avec le spectateur, qui puisse soit vous émouvoir un peu plus, soit vous faire rire, etc. Donc ceux qui jouent bien dans mes films, c'est ceux qui jouent le film. Et souvent, il y a un décalage, ça prend une petite semaine. Samy Bouadjila, qui est un immense acteur, franchement merveilleux, que j'avais vu dans un très beau film tunisien qui s'appelait Les Silences du Palais. Samy, au départ, il jouait très premier degré. Comme ça, il était intense, et puis il touchait tout le temps Nathalie Baye, c'était une première scène. Je dis non, ton mec, c'est quelqu'un qui vient, qui est un ancien, qui a travaillé dans la diplomatie, machin, il a ses réserves, il a le sens des trucs. Voilà. Et tout doucement, je corrigeais. Et puis arrive le vendredi. Si le lundi, et c'est pareil avec Adèle sur Liberté, Adèle, elle en faisait trop, parce qu'elle se disait, bon, c'est une comédie, je vais jouer comique. Mais non, ce qui est très beau, c'est de voir quelqu'un de dépassé, c'est de voir la mauvaise foi, tout ce que vous voulez, mais aussi quelqu'un qui ne comprend pas ce qui lui arrive, qui maîtrise comme il peut. Et donc, il faut énormément de sincérité, plus le décalage. Donc, au début, Adèle, quand elle marchait dans la rue et qu'elle suivait Pio Marmaille comme un détective, je me dis, pourquoi il marche comme ça et tout ça. Marcher comique. On peut marcher comique. Et donc, j'étais un peu... voilà, et puis tout doucement, on rectifie. Et puis tout à coup, les acteurs, ils ont le premier week-end... sans vraiment le savoir, ils processent un peu l'affaire, quoi. Et le lundi, où ça va pas. Quand ils reviennent le lundi et que ça va, Samy, Adèle, elle avait tout compris, c'était génial. J'avais Catherine Hepburn, les ruptures, le timing, en faire un peu sans que ça se voit, enfin, l'ironie, tout ce que vous voulez. Pareil pour Samy. Et puis il y en a d'autres, non. Et là, vous savez que ça va durer 9 semaines. Si le week-end, il n'y a pas eu le petit décalage, ça va être dur. Mais... est-ce que ce malentendu-là,
il ne vient pas du fait que ton comique il passe par la mise en scène, mais que c'est jamais un comique totalement frontal. Peut-être que dans la comédie française, on a l'habitude, plutôt que ce soit effectivement les acteurs qui apportent le comique. Non, c'est un comique de situation, donc il faut vraiment être sincère. Et je vous dis, j'ai toujours eu peur des acteurs comiques, parce que j'ai peur, vous savez, comme les coucous, on dit qu'ils vont dans les nids des autres. Moi, j'ai toujours peur que le film soit vampirisé par la puissance comique d'acteurs dits comiques. Peut-être que le génie de Molinaro ou de Houry, c'est de dire je touche pas, je prends De Funès, je laisse faire à l'intérieur du machin, je laisse se déployer cette puissance comique absurde et folle qui recrée une scène à l'intérieur de la scène, qui recrée un mouvement propre, qui a sa propre intelligence, sa propre dynamique et sa propre folie à l'intérieur d'une scène. Et ça, voilà, ils disent il faut capter ça, il faut laisser ça se déployer. Moi, c'est le contraire, j'ai vraiment besoin que tout ça reste dans la logique du film et dans la vérité et le langage du film, et qu'ils s'y adaptent. Mais il y a un vrai plaisir à faire ça pour les acteurs, hein. Ceux qui comprennent le projet ensuite, c'est aussi très jouissif pour eux. C'est un film de vrai mensonge dont tu as dit qu'il avait eu un budget trop important pour son sujet. Oui. Cette question du budget, comment elle se décide avec ton producteur qui est Philippe Martin de Péléas Film, qui te suit depuis ton tout premier court-métrage, qui est vraiment la rencontre très importante de ta carrière? Ça s'était jamais vraiment posé avant. J'ai toujours trouvé que moi je pense que le budget du film et sa mise en scène sont intimement liés, et qu'un film où il y a trop d'argent, à un moment, c'est lié. La question, elle est liée, et il faut que ce soit juste. Voilà. S'il y a trop d'argent sur un film qui parle de précarité, il va y avoir un truc qui ne va pas aller. Pour trouver un exemple vraiment un peu basique. Donc il faut qu'il y ait quelque chose qui corresponde, qui soit juste. Et après le succès d'Hors de Prix, on a eu trop d'argent. Voilà. Donc ce décor de salon de coiffure, ce temps, tout était trop. Et ça aurait dû rester un film modeste sur une jeune femme qui a son petit salon de coiffure, qui voit ce mec arriver, et voilà. Ce qui fait qu'à un moment, ça s'alourdit, ça s'empèse, et il y a quelque chose qui... Si vous racontez l'histoire de Versailles, vous avez besoin d'argent, c'est cohérent, etc. J'ai l'impression que le film peut être raté parce que le budget ne correspond pas à la vérité du film et à son sujet. Je pense qu'il y a un équilibre à trouver. Et donc, je pense que De Vrais Mensonges est d'une certaine façon raté à cause de ça aussi. D'ailleurs, on s'est enferré dans ces décors tellement ils étaient devenus trop importants. Ce salon de coiffure, c'était une folie. Je disais, mais moi, je veux juste un salon de coiffure. Voilà. Et du coup, il y a moins d'idées dans la mise en scène, il y a moins de contraintes comme ça, et donc, bon, vous voyez, c'est un chant contre chant dans le bureau. Même si j'adore les chants contre chants, ça revient trop souvent dans le film. C'était un film assez littéraire, il aurait dû être un tout petit peu plus modeste. Et sur le travail avec Philippe Martin, c'est un producteur qui est très présent du début à la fin des projets? Je dirais j'ai confiance en lui, donc j'ai besoin de savoir comment il sent les projets. Il savait ce qu'allait se passer avec En Liberté. Alors c'est bizarre, parce qu'en Liberté, au départ, il me dit je ne suis pas sûr de le produire. Alors ça m'a fait un choc, je ne vous dis pas, parce qu'on travaille ensemble depuis longtemps. Oui, 8 films. Voilà, donc j'étais sidéré, j'avais l'impression qu'il n'avait pas confiance. Il me dit l'intrigue est plus compliquée que les personnages, est plus riche que les personnages. Je lui dis mais il n'y a pas d'intrigue, Philippe. Mais je lui avais donné un séquencier, je ne lui avais pas donné une continuité dialoguée. Et donc, il me dit, finis-le. Et là, c'est formidable parce que c'est la confiance. Il me dit, je le finance jusqu'à la continuité dialoguée. Et quand il lit la continuité dialoguée, il me dit, ce film, il va avoir une vie formidable. Et il a eu une vie formidable, ce film. Donc, il peut être rejeté. Il y a des gens qui peuvent ne pas l'aimer et tout. Mais il a senti qu'il fallait le faire, aller jusqu'au bout. Vraiment, ça a été merveilleux d'accepter comme ça. Il dit, je me suis gouré complètement. Mais en même temps, il y avait quelque chose qui n'allait pas dans l'intrigue. Ces séquences qui reviennent, la première du combat, etc., les gens... Parce que, juste pour dire à ceux qui n'ont pas encore vu le film, cette séquence de Adèle Haenel qui raconte à son fils qui était son père, elle va revenir plusieurs fois. Au début, variée dans le film. elle a dans l'esprit que cet homme était un héros, un flic merveilleux, donc elle raconte à son fils les exploits du père, et puis tout doucement, elle va apprendre la vérité. Et cette même histoire d'un mec qui défonce une porte pour arriver dans un repère de dealer va revenir, mais elle va la modifier légèrement pour essayer de dire à son gamin qui était vraiment son père. Donc tout doucement, il y a des choses qui changent, et puis tout doucement, on le voit pencher vers quelque chose de beaucoup plus sombre. En gros, c'est un ripou et elle essaye de lui dire. Donc à un moment, dans le séquencier ou dans le traitement, je ne me souviens plus, qui est un long résumé,
on avait l'impression qu'on essayait de dire quelque chose de ce qu'était le père, ce qu'il avait pu faire en douce, enfin que c'était important pour l'intrigue, alors que c'était complètement gratuit. Et donc c'est moi qui ai détecté ça, et c'est Benoît qui m'a dit il faut faire la même scène tout le temps. Au début, c'était pas tout le temps la même scène. Benoît Graffin. Oui, il m'a dit il faut qu'on fasse la même scène et qu'elle se modifie tout doucement à chaque fois. Voilà, donc ça, voilà. Mais maintenant avec Philippe, si vous voulez, je lui dis tout le temps le sujet, un peu l'histoire, et j'attends de voir si ça lui plaît, s'il le sent, etc. Là, j'ai vraiment confiance dans son intuition. Et puis ensuite, je développe, je lui fais lire, j'attends des remarques. Il n'est pas présent, si vous voulez, quand j'écris. Je lui donne toutes les étapes. Sauf, je ne lui donne plus depuis la mésaventure. Ça a été tellement dur sur En Liberté. Je lui donne traitement, les 30 pages qui racontent le film, parce que c'est plaisant à lire et on sent tout l'esprit. Je ne donne plus séquencier, c'est trop austère. Et je donne, continue de dialoguer, bien entendu. Voilà. C'est très important pour moi, Philippe. C'est pour ça que j'ai eu très peur quand il m'a dit qu'il ne voulait pas produire En Liberté, parce que je ne me voyais pas aller chez Gaumont, je ne me voyais pas aller dans des majors, où j'ai eu des propositions souvent, où je me sens pas là. Et c'est ma stabilité. Je sais qu'il y a Philippe et que ça donne quand même un semblant de stabilité à ce métier. Donc c'est un confort pour moi merveilleux d'avoir un frère maintenant comme ça, hein, parce qu'on se connaît depuis qu'on a 20 ans, 21 ans, quoi. Le premier film tourné avec un budget confortable, c'est Après vous. Mais un budget juste. Là, c'est pas du tout un truc délirant. Qui est un film tourné en studio avec Daniel Auteuil et José Garcia, dans lequel Daniel Auteuil est sommelier dans une grande brasserie parisienne. Et un soir, après son service, il sauve la vie de José Garcia qui tentait de se suicider dans un parc. Et on va voir une séquence qui se situe plutôt au début du film. Daniel Auteuil accueille José Garcia chez lui pour la nuit parce qu'il ne sait pas où aller. Puis Daniel Auteuil a peur que José Garcia se ressuicide à nouveau. Et puis dans la nuit, José Garcia lui dit qu'il a envoyé une lettre d'adieu à ses grands-parents qui l'ont élevé et que donc le matin, ils vont recevoir cette lettre et apprendre sa mort alors qu'il n'est pas mort. Donc Daniel Auteuil, qui est vraiment un bon samaritain, dit d'accord, on va aller les voir, on va partir en voiture. Et ses grands-parents habitent en Bretagne. Donc tous les deux partent en Bretagne pour intercepter la mauvaise nouvelle qui n'a pas eu lieu. On regarde la séquence. Oui. Bonjour madame, je suis désolé de vous déranger, je suis un ami de votre petit-fils. Oh. Il m'a demandé de passer vous voir parce qu'il a besoin d'un certificat de naissance. Vous êtes un ami de Louis? Oui. Ah, ça alors. Entrez, entrez. Et vous tombez du ciel. Mon mari est au marché et oh, c'est pas croyable. Oh, regardez, le facteur m'a dit que ça venait de lui et je peux pas la lire. On m'a opéré de la cataracte il y a 3 jours et j'y vois rien du tout. Ah, la dernière fois qu'elle nous a écrit, il était en classe de neige. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Il n'y a pas de gêne. Vous pouvez la lire, vous êtes son ami. Asseyez-vous. Chère Mamie Rose, cher Pépé Jacques, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Quoi vous dire? Pas grand-chose, pas grand-chose. Si, tout de même quelque chose. Tout va bien. Au travail, tout va bien. Et je suis en pleine forme, à part un tout petit problème intestinal. Ah. J'ai plein d'amis très sympathiques, un moral excellent, un métier passionnant. Je suis
assistant personnel de quelqu'un. J'arrive pas bien à lire. Il écrit tout petit. Tout petit. Sentimentalement, ça va beaucoup mieux. Oh. Je me suis remis de ma rupture avec Blanche. C'est pas possible. Oh, c'est pas croyable. Si, je l'ai complètement oubliée. J'ai même rencontré quelqu'un d'autre. Elle s'appelle Carmen. C'est une fille sublime, très intelligente, très drôle, avec un corps de rêve. Elle est mannequin et poursuit aussi des études d'économie et d'Internet. Voilà, je vous laisse. Je vais mourir. Quoi? Je vais courir. Oh, il fait du sport maintenant? Oui. Et je vous embrasse tendrement, Louis. Il n'a pas fait beaucoup de progrès depuis la classe de neige. Oh, vous devez déjà partir. Oui, j'ai du travail. Dites, je vais en profiter pour rendre visite à ma sœur. Si vous pouviez me déposer, ce serait adorable. Je peux vous le dire à vous, hein. Je suis très soulagé. Très soulagé. Ah, j'ai cru qu'il ne s'en remettrait jamais de cette histoire, mon Louis. On a beau temps, non hein? Vous la connaissiez, la Blanche? Non, on se connaît depuis peu de temps avec Louis. Je vais vous faire une terrible confession. Mais je compte sur vous, hein. Tout ça reste entre nous. Il est très joli, votre village. Très, très, très joli. Vous devez vous y plaire, non? Je ne l'ai jamais dit à Louis. Mais un jour, elle m'a appelée Blanche. Elle croyait que je l'aimais bien et elle voulait me demander conseil. Elle avait l'impression de faire du mal à Louis. Qu'il vivait n'importe comment, qu'il était trop inquiet, trop nerveux, trop fragile. Moi, je lui ai dit que c'était elle qui le rendait malheureux. Que leur histoire, c'était pas de l'amour, et que le meilleur service qu'elle pouvait lui rendre, c'était de le quitter. Vous n'allez pas me croire, hein. Mais elle a pris toutes ses affaires et elle a disparu du jour au lendemain. Oh. Vous avez entendu? C'est rien, c'est un sac. Mon Dieu. Après, j'étais inquiète. J'ai pensé que j'avais peut-être exagéré. Il faut dire que ce jour-là, j'avais des colites. Et ça me donne mauvaise humeur. Bon, alors je vais vous laisser. Hein. Vous savez, je crois qu'aujourd'hui, s'il savait, il me remercierait. Oui, sûrement. Au revoir, madame. Oh, oh mon Dieu. J'ai honte de rire de mes conneries, mais... mais cette scène est drôle. C'est drôle, je vais vous raconter l'anecdote, mais on a dû la retourner, cette scène, en fait, parce que... on était partis en Bretagne, tourner, et en fait, j'avais toujours eu très très peur de cette scène. D'ailleurs, j'avais pas prévu d'écrire la lettre. Je pensais qu'il fallait faire des plans de coupe sur la grand-mère de Louis, mais qu'on voit pas ce qui était écrit, et que c'était plus intéressant de deviner que ça devait être terrible. Puis je me suis dit, on sait jamais. Et j'ai écrit à toute vitesse dans le train, avec des gros trucs rouges, je vais mourir, enfin dans le train qui nous amène en Bretagne. Voilà. Et en fait, ça aide énormément. J'avais trop théorisé sur ce coup-là. Et en fait, on a mis les plans de coupe, ce qui n'était pas du tout prévu pour moi. Voilà. Et puis quand on a tourné là-bas, les 3 jours en Bretagne, la caméra s'est déréglée. Et tout ce qu'on a filmé a été jeté à la poubelle. Et moi, j'avais trouvé que Daniel était extraordinaire. Et je m'étais dit, c'est merveilleux. Parce qu'on croit toujours qu'une scène est drôle, que c'est un coup de bol, et je m'étais dit ça a été génial, il a tout compris. Bon bref, on rentre à Paris et là le chef-op vient voir, il me dit la caméra est
il y a eu un problème et il faut qu'on recommence. Et donc on est retourné là-bas et Daniel a fait la même chose. Il a eu la même grâce, vous voyez ces mimiques entre gêne, où le spectateur sait, donc il rêve avec lui, où il lui donne ce qu'il faut pour que... C'était vraiment aussi bien. Et je me suis dit qu'au fond, il fallait faire aussi confiance à la scène parfois. Il faut savoir se dire, tiens, ça c'était plutôt une situation intéressante. Et puis risquer les... Ça m'a fait du bien de voir que la même scène tournée 2 fois eh bien, avait que le même potentiel et que le même résultat arrivait, quoi. Ça, c'était très réconfortant. Tu disais dans un entretien que tu avais envie de faire rire les spectateurs, mais aussi de déclencher l'hilarité. Je crois que ça marche assez bien avec cette scène. En tout cas pour moi. Je vais vous raconter une anecdote marrante. Quand j'étais jeune, donc je faisais du stand-up et puis j'étais pas hyper bon. Hein. Franchement, j'ai bien fait d'arrêter. Et donc je jouais dans une crêperie à Dijon. Ça s'appelait le Crêpe Théâtre parce que ça faisait des crêpes et du théâtre. Et donc il y avait 3-4 spectateurs et à un moment le patron du restaurant avait eu l'idée formidable d'enregistrer le spectacle pour le passer aux gens qui venaient bouffer des crêpes. Alors l'enregistrement déjà était nul, on n'entendait rien. Et donc le soir, moi j'avais droit à une crêpe complète et à un coca, en plus de mon cachet, et je mangeais. Et le mec mettait le spectacle, donc on n'entendait rien. Et dans toute la salle où il y avait 40 personnes, beaucoup plus que dans le théâtre, il y avait le spectacle qui passait et il y avait un mec qui riait. C'était... Voilà, c'était très... Je vous raconte parce que c'est loin, j'ai le droit. Mais voilà, ça te faisait rire. Mais comment on sent qu'une scène peut aller jusqu'à déclencher l'hilarité ? Est-ce que ça se travaille au montage beaucoup ? Ça fait très peur parce qu'au montage, j'ai réussi, pas souvent, mais par exemple, je sais que sur En Liberté, il y a le braquage à la fin où ils sont en tenue SM et ils vont braquer une bijouterie. Et ils ont des voix, des vocodeurs qui déforment les voix. Et que le commissariat a fait une perquisition dans un... Oui, il y a eu une perquisition et eux, ils sont cachés, SM. Ils se réfugient dans un bordel SM. Et Pio, quand il va faire le braquage, il met la tenue avec les voix qui changent, etc., pour ne pas se faire attraper. Donc quoi qu'ils disent, si vous voulez, aussi bien qu'ils disent « haut les mains » ou qu'ils disent « je t'aime, pardonne-moi », et ça sera avec une comme ça. Donc il y a ce filtre, vous savez, c'est l'hélium. Dans un film de Woody Allen, à un moment, il y a des gangsters qui poursuivent Woody Allen. Ils sont dans un entrepôt où il y a des camions qui ont des réservoirs d'hélium. Et les gangsters tirent, il y a un trou, et puis l'hélium sort et va dans le hangar. Et tout à coup, les gangsters disent « Oh les mères, rendez-vous !» Et je me suis dit, la comédie, c'est l'hélium, en fait. C'est la même chose. Sans l'hélium, c'est dramatique, ils vont les tuer. Avec l'hélium... Et là, Pio, c'est pareil. Avec l'hélium... avec le masque et le vocodeur et la comédie, c'est drôle, et sans, c'est ça. Et donc, cette scène-là, c'est réussi. C'est-à-dire que chaque fois qu'on allait présenter le film, même à l'étranger, je ne sais pas, 30 fois, j'ai dû revenir pour voir dans la salle les gens avec le braquage, qui est une scène où c'est un peu honteux, mais j'aime regarder cette scène parce que c'est très précis. Alors ensuite, c'est un pari, c'est-à-dire que, ben voilà, on se dit que là, il faut une réaction pendant qu'il braque. D'abord, ça commence par Pio qui rentre en tenue SM latex avec ses immenses cornes dans la bijouterie. Et hop, je passe à ce moment-là sur des vigiles, des mecs qui sont avec les petites caméras, vous savez, qui ont des petites caméras, ils sont dans leur bureau, ils s'ennuient et tout. Puis tout à coup, il y a un mec qui regarde. Je sais que je peux durer, que quelles que soient les expressions, la réaction sera plus drôle que l'action, et que je vois ce type qui se penche sans comprendre comme ça sur l'écran, je sais que ça commence là. Et ensuite, il faut essayer de tenir. Et puis, il y a le moment où le spectateur rit. C'est comme une ivresse. Et ensuite, le moindre petit truc, ça relance. Parce que le rire, c'est aussi une fatigue. Et on s'abandonne à quelque chose, et c'est comme l'ivresse. Et à un moment, il faut tenir le rythme, et on peut amener loin. Et je trouve ça très beau, parce que si on y arrive, hein, je me suis planté plein de fois, mais si on y arrive, eh ben moi, je trouve que si on conçoit que la comédie est un art en soi, c'est le moment de l'extase, le fou rire. Si un tableau, vous le voyez, vous dites ouais, c'est beau et tout, puis tout à coup il y a des tableaux, c'est plus que beau, vous êtes saisi, c'est l'extase. Et ben moi je me dis que l'équivalent, c'est quand tout à coup vous arrivez à amener le spectateur à cet endroit, ce qu'arrivait à faire De Funès, etc. Mais par le récit, par la mise en scène et par le montage, vous l'amenez à l'hilarité. Quand on y arrive, ça je trouve ça merveilleux. Et même chez d'autres. Hein. Il y a un des agents de sécurité qui dit « Ah, ça doit être une performance artistique. » Oui, maintenant que la mairie est passée à gauche.
Ouais, ça c'est vrai. Après, oui, après, il n'y a plus qu'à trouver, ça complète, ça vient. Il y en a un qui pleure, qui mange du popcorn, exactement comme dans De vrais mensonges. À un moment, ça devient tellement saisissant pour eux qu'ils sont comme au cinéma. Ils regardent le braquage, la séparation d'Adèle et Pio, enfin tout ça, quoi. Oui, c'est vraiment intéressant. Et donc c'est au montage que ça se travaille, ça, ce rythme de la comédie et ce jeu avec le spectateur, de le faire attendre. Et au tournage, parce que par exemple cette scène, elle était écrite et je l'aimais beaucoup. Quand je l'écrivais, j'avais des idées, les vigiles, et puis ensuite, enfin bon, les otages qui comprennent pas pourquoi les deux s'engueulent avec leurs trucs, les femmes. Et puis arrive le premier jour de tournage, il y a Adèle, il y a Pio, il y a les otages, on fait une mise en place, on répète, mais je vous assure que c'était flippant. J'ai regardé ça, je dis oh là. C'était mauvais, mais mauvais. C'était pas drôle du tout parce que le tempo, vous l'avez dans la tête, vous savez qu'il faut un moment de saisissement, vous savez qu'il y a les mecs en haut. Et donc, je me vois vraiment me dire maintenant, il faut y aller. J'avais peur, j'avais envie de fuir. J'étais dans ce petit magasin où on tournait, je voulais prendre mes jambes à mon cou. Et en fait, je me vois vraiment faire le geste d'entrer de sortir de derrière la caméra, d'arriver et de commencer à organiser la répétition, de mettre des décalages. Et puis, parce que vous savez, souvent le cinéma c'est l'ellipse. Et puis dans cette scène, il se réconcilie. Après le mensonge, il veut la tuer. Il comprend qu'elle lui a menti. Et puis après, il s'apaise. Et puis ensuite, il y a l'amitié. Tout ça est très réduit. Ce qui se passe en 5 ans prend 3 minutes. Et donc, il a fallu aller à l'intérieur du plateau. Et puis refaire, reformer, reprendre les tempos, etc. Savoir un peu de quoi on va avoir besoin. Est-ce qu'on va réagencer ensuite en salle de projection pour que les gens rient, en salle de montage, puis ensuite en projection. Voilà. Donc le bon test pour savoir si une scène est drôle, c'est de faire des projections tests avec des professionnels et aussi avec du vrai public. Alors, moi, je sens quand elle commence à être drôle. D'ailleurs, vous voyez, c'est comme je vous dis, hein, c'est un peu honteux, mais des fois, vous vous marrez à vos propres trucs. Mais heureusement, parce que j'arrive à voir quand on commence à trouver le truc. Les projections publiques, elles ne me servent pas à ça. Elles me servent plutôt... Je fais peu de projections tests, mais c'est qu'au bout de parfois 30, 50 fois la même scène à travailler pendant des semaines et des semaines, on décroche un peu du film. Et pour moi, les projections où il y a 20, 25 personnes que je ne connais pas ou 15... Tout à coup, je réadhère à la pellicule. Ça glisse plus devant moi. Je suis reconvoqué et je vois là où il y a des chutes de rythme et tout. C'est pas tant d'entendre des rythmes. Parfois, il y a des surprises. Les gens rient à un truc même qui n'était pas prévu. Et vous dites tiens, et on garde et tout. Mais c'est pas tellement ça. Moi, c'est ce qui me reconvoque. J'évoquais tout au début de cette discussion le fait que dans ton cinéma, il y a beaucoup de changements de tonalité. Et j'avais envie qu'on voit un extrait de Dans la cour, qui est un film tragique, dans lequel Gustave Kervern est un musicien qui renonce, qui démissionne, qui a envie de s'abstraire du monde, qui devient gardien d'immeuble pour, un peu comme ce que disait Sami Ouajila dans la séquence qu'on a vue tout à l'heure, pour s'apaiser, voilà, se reposer. Il y a toujours ce fantasme comme ça du repos, où l'existence deviendrait moins pesante et où on peut se mettre en retrait, la tentation du retrait, tout ça, c'est des choses qui reviennent souvent. Ouais, parce que la belle phrase de Gilles Deleuze qui dit « Je veux que la société me lâche », ça pourrait être la devise de Gustave Kervern. Donc, il est addict à la drogue. Donc on est vraiment dans un sujet très dramatique et pourtant on va avoir une séquence... plutôt comique. Il faut expliquer un peu de quoi il s'agit. Donc il est gardien d'immeuble et l'un de ses voisins vient lui déposer une maquette qu'il doit garder pendant un week-end. Un voisin très maniaque qui est architecte et il confie à Gustave la maquette d'un projet. Voilà. D'urbanisme, oui. Pardon ? D'un projet d'urbanisme. D'un projet, voilà. Et donc Gustave, par ailleurs, garde le chien d'un squatteur qu'il a caché dans la cave. Il n'ose pas dire aux gens, mais il y a un type qui est un peu perdu, il le laisse dormir dans une des caves de l'immeuble. Et d'autre part encore, il est devenu assez ami avec un des locataires ou l'un des habitants de l'immeuble qui est joué par Pio Marmaille. Ils ont tous les deux la même addiction, donc ils passent pas mal de nuits ensemble à passer du temps, voilà. Et donc, voilà ce qui se passe après. Donc
J'avais envie qu'on voit ce petit moment fantastique, dont on comprend après que c'est un rêve, mais quand même ce chien géant au-dessus du monde, parce que je trouve que dans tes films, il y a quand même souvent des moments comme ça. On est dans un cinéma très réaliste, et pourtant, il y a souvent des moments où on décolle de la réalité et où on part de quelque chose qui va presque jusqu'au fantastique. Je pense notamment au moment dans Les Apprentis où le personnage de Guillaume Depardieu est très amoureux d'une jeune femme très pure. Il dit à François Cluzet, je sais qu'elle peut rien faire de mal parce qu'elle est vraiment d'une pureté absolue. Et puis quand il lui déclare sa flamme, elle lui dit non, je peux pas, je suis déjà en couple, je peux pas avoir de relation avec toi, je peux pas être infidèle, sauf si mon copain regarde. Et alors là, le monde s'écroule pour Guillaume Depardieu. Et la scène pourrait s'arrêter là, mais la vitrine qui est juste derrière lui se brise en 1000 morceaux et on a ce fracas sur lequel la caméra ne s'attarde pas du tout, mais voilà, qui est une image, une manifestation dans le réel de ce que Guillaume Depardieu ressent à l'intérieur de lui. Mais par exemple, je sais que cette scène, il y a plein de gens qui m'en parlent, qui adorent le moment ça, mais pour moi, c'est pas bien. Vous voyez, j'ai pas résisté, mais alors que là, c'est cohérent parce que le chien mange là. Donc cette première image de catastrophe et qui est vraiment l'image mentale de ce qui hante Catherine Deneuve, un monde qui s'écroule, la terreur qui s'empare de tous, voilà. Et puis ce côté un peu incohérent et fou, voilà. Elle va devenir folle. Eh bien, c'est cohérent parce qu'ils sont un peu défoncés, il ouvre un œil, il y a effectivement le chien qui est en train de bouffer la maquette, et hop, ça se prolonge. Et donc, dans le récit, cette apparition du fantastique ou du décalé ou du poétique, ou ce que vous voulez, elle est cohérente. Dans le cas de Guillaume Depardieu, j'ai toujours trouvé que c'était un peu une métaphore, un peu... Bon, c'est-à-dire que si j'avais trouvé une façon de légitimer ça, l'effondrement de la vitrine, j'aurais été plus satisfait. Donc j'ai mis un bruit de machin qui démarre, comme si ça envoyait un caillou, je sais pas quoi. Mais au fond, pour moi, ça aurait été mieux si ça avait été un tout petit peu plus ancré, enfin s'il y avait eu une raison, et là c'était vraiment plus juste. Mais j'aime bien trouver ce genre de choses qui tout à coup réveillent un peu le spectateur, voilà, et puis ouvre une autre porte dans le film, mais il faut que ça reste à l'intérieur des frontières, posé au début. Ce qu'on se disait tout à l'heure dans l'exposition du film, dans les 15 minutes, qui un peu détermine le film, le langage du film. Par exemple, dans Les Apprentis, à un moment, il y avait comme une faute de grammaire, si vous voulez vous poser le truc. C'est une chronique un peu sociale, assez drôle, décalée. Et puis à un moment, quand Cluzet devient fou, parce qu'il fait une dépression très grave, il est dans le métro, il y a vraiment le moment où la première panique arrive, les attaques de panique, ce sont des choses terribles. Et moi, je sais que... D'abord, j'ai expérimenté ça dans ma jeunesse, vers 20-25 ans, ça m'a marqué, la dépression, la panique, etc. Donc ça revient tout le temps dans mes films pour des raisons personnelles. Mais avec Philippe Harel, avec qui j'ai écrit Les Apprentis, il me racontait qu'une de ses amies, quand elle a pété un câble, le jour où elle a basculé, elles étaient deux, ça a été, les deux ont basculé, et il y en a une des deux qui avait l'impression de vomir des oiseaux. Et j'avais trouvé cette image saisissante. Tout à coup, la folie qui arrive, et voilà. Et c'est terrifiant parce que vous êtes lucide en même temps quand vous commencez à basculer. Vous dites qu'est-ce qui m'arrive ? C'est d'autant plus douloureux. On se prend pas pour Napoléon. On voit bien qu'il y a quelque chose qui va pas. Et c'est d'autant plus douloureux. Et donc j'avais voulu mettre cette image moi dans le film. Donc déjà, je vous dis pas pour faire cracher un oiseau à François Cluzet. Moi, c'était pas. On avait prévu au départ un tuyau comme ça. Vous voyez, il était là. Le tuyau avec le moineau, le vrai moineau à l'intérieur, et puis François il ouvrait la bouche, et puis pouf. Alors déjà le moineau il partait à 100 km/h, on voyait pas ce qui était sorti, donc au film au ralenti. Après il y avait le tuyau qui dépassait, c'était pas le numérique à l'époque et tout. Et puis François il en a marre, il me dit tiens donne-moi le moineau, donne-moi le moineau, il s'énerve et tout là. Tiens, et il le met dans sa bouche. Alors j'ai action et tout. Sauf que ce couillon il avait mis le moineau à l'envers. Donc, le bec, il était vers la gorge. Donc, il ouvre la bouche et on voit l'autre côté de l'oiseau, quoi. Et ça sort pas. Donc, il tire la langue et puis moi, je voyais l'oiseau tout doucement comme ça, qui fait un demi-tour, et Cluzet, comme ça et tout. C'était infernal. Et l'oiseau, il finit par s'envoler. François me regarde comme ça et moi, je dis putain, maintenant, il va falloir que je leur demande de recommencer. Avec l'oiseau dans le bon sens et tout. Donc on a mis l'oiseau dans le bon sens, il a ouvert, l'oiseau s'est envolé. Si vous voulez, l'image elle est forte, mais tout à coup c'était un film de Kusturica, ça n'appartenait pas aux Apprentis. Et quand je l'ai vu au montage, le plan il était beau, mais
vous vous dites qu'est-ce que c'est, ça va pas du tout. Et on a coupé au moment où François pose la tête sur une femme assez douce. Il avait fallu trouver vraiment, le casting avait été compliqué pour quelqu'un au fond qui me parle même pas, mais qui a une apparence comme ça extrêmement apaisante. Où il était saisi d'effroi comme ça et de panique dans le métro, et il allait mettre sa tête sur l'épaule de cette femme, et ça suffit. C'est beaucoup plus beau, voilà, que l'oiseau qui fait des pirouettes à l'intérieur. Voilà, il pourra dire j'ai fait ça en tout cas, je pense que. Ouais. Dans la cour, Catherine Deneuve est obsédée par une fissure au départ dans son immeuble et dans son appartement. Et on peut vraiment dire que c'est des personnages de la fêlure, comme dans le roman de Fitzgerald, là, des personnages qui sont fêlés de l'intérieur. Elle et Gustave Kervern, et puis beaucoup de personnages aussi de ta filmographie. Pourquoi c'est important pour Dans la cour qu'il y ait quand même des moments où la pression se relâche, où ce tragique, cette collapsologie, Comme je vous dis, je ne saurais pas faire autrement. C'est-à-dire que vraiment pour moi, le plaisir du spectateur, c'est très important. Et si je veux même aller dans ces endroits-là, qui vont parler de dépression, d'addiction, de choses... C'est vraiment un film... Dans la cour, c'est un film très personnel. Tous mes films, ils parlent de certaines choses que je porte en moi, mes croyances, voilà, c'est tout bête, chacun a son truc. Moi, si vous voulez, je suis pas habité, j'ai pas une parole à donner, je suis pas militant de quoi que ce soit. J'ai mon récit, mais j'ai pas une parole très précise à porter sur certaines choses. C'est mon expérience que j'essaie de ma vie, et puis voilà, une façon un peu plus ou moins drôle, mes réflexions, mes sujets, mais voilà. Donc, à un moment, j'ai voulu parler de certaines choses. Oui, la tentation du retrait, par plein de façons. Voilà. Je ne sais pas pourquoi, moi, j'ai éprouvé le besoin de faire ce film. Donc, c'est parti. Et puis, je peux pas offrir ça d'une façon directe aux spectateurs. Vraiment, je trouve ça chargé, je trouve ça lourd. J'ai besoin du langage. Quand Gustave Kervern fait cet aveu, ce long monologue où il explique ses problèmes d'addiction à Catherine Deneuve, c'est très long, mais je voulais trouver des mots qui soient justes et en même temps ce qui m'apaise quand il dit qu'il est accro, mais que c'est les seuls moments où ça l'apaise un peu, mais comme après c'est des jours et des jours pour se remettre. Il dit ce qui m'apaise m'épuise. C'est une phrase qui paraît couillonne comme ça, mais j'ai mis beaucoup de temps à trouver ça. Et c'est ça aussi, ça peut s'apparenter à une forme de langage de comédie. Il faut trouver des mots qui ne font pas qu'avouer, ou qu'il faut susciter quelque chose, et que l'expression en soi aussi, elle soit belle et prenante. J'ai besoin de ramener les spectateurs à un peu d'humeur, de décalage, de drôlerie. Je ne peux pas livrer les choses directement. Même la folie en direct de Catherine Deneuve, quand elle commence à passer des diapositives dans la cour à la copropriété, et que ça devient délirant. En disant que Paris est en train de s'effondrer. Paris s'effondre, etc. Il fallait que je mette un petit décalage comique, et puis c'est assez intéressant. Pour moi, je trouve que c'est une expérience pour le spectateur à vivre physiquement particulière. Mais il y a des gens qui accrochent pas à ça. Il y a des gens qui sortaient, ils me disaient, je savais pas sur quel pied marcher, c'est pas danser, hein. Ils savaient pas, ils étaient un peu déstabilisés par le film. Et même au sein de la séquence, il y a ce qui allège aussi la séquence, c'est la musique qui intervient à ce moment-là. Dans Le Chien ? Oui, dans Le Chien. Oui, puis la scène après des deux idiots, enfin des deux pieds nickelés en train d'essayer de réparer la maquette. Et, tout va un peu ensemble. Il faut à ce moment-là mettre un peu de comédie. Ils ont improvisé, je leur soufflais des trucs, on essayait de trouver. Mais voilà, pour moi, c'est vraiment une nécessité qui est une petite proposition un peu plus légère, un peu drôle. Il faut faire attention à ne pas manipuler non plus le spectateur. Je sais que dans Comme elle respire, il y avait une scène burlesque et drôle de kidnapping où Marie Trintignant était kidnappée par des mecs en cagoule. Et c'était très drôle. Ils sont perdus, ils se cognent, enfin, bon, bref. Et puis à un moment, il y en a un qui met une gifle à Marie. Et ben, j'ai toujours pensé que c'était allé trop loin. Il faut trouver le truc juste, mais pas systématique. Ah, vous riez, prenez ça maintenant et tout. Et ça m'a jamais plu. Si je pouvais couper cette petite séquence à ce moment-là, qui montrait aussi que Depardieu, il était prêt entre deux trucs, parce qu'il commence à l'aimer, en même temps, il y a les deux autres à côté. Voilà, il faut... c'est pas de la manipulation, j'adore cette idée de faire cohabiter, non pas les gens, mais les émotions. Voilà, ça me plaît beaucoup.
C'est le cas dans Hors de prix. Il y a beaucoup d'émotions qui cohabitent, puisqu'on est vraiment dans une franche comédie qui regarde beaucoup du côté de la comédie sophistiquée, puisque ça se passe essentiellement dans des palaces. Donc ça nous ramène vraiment du côté de Lubitsch ou La Cava dont on parlait en introduction. C'est vraiment une comédie, mais qui parle du personnage d'Audrey Tautou, qui est une gold digger, comme on dirait dans une chercheuse d'or qui cherche des hommes riches pour se faire entretenir, qui rencontre Gad Elmaleh, qui lui est serveur dans un palace à Biarritz. Elle pense que c'est un riche homme d'affaires. Et quand elle se rend compte que ça n'est pas le cas, elle est très déçue. Et lui, par amour pour elle, va devenir gigolo. Oui, il va l'épouser comme on épouse une forme, il va devenir comme elle. Il la suit, il est pris. Au début, il y a un malentendu, puisqu'il est en smoking la première fois qu'elle le voit, mais un serveur, c'est aussi en smoking dans les palaces. Et elle croit qu'il est riche, donc elle l'emballe, etc. Et puis au matin, il y a une cruelle déception. Et lui était pris, il va la suivre. Ils se rencontrent une première fois dans ce palace à Biarritz. Audrey Tautou s'en va et elle revient 1 an plus tard. Et donc on regarde le moment où ils se retrouvent. Avant de laisser la parole à la salle, pour qui a sans doute des questions, j'aurais bien aimé qu'on parle à propos de ce film de la question des gestes. Le film commence par toute une chorégraphie des gestes des petites mains du Grand Hôtel qui préparent les petits déjeuners, qui font les lits. On voit Gad Elmaleh plusieurs fois dans le film très bien faire le lit, sans aucun pli. Et puis on voit dans cette séquence aussi quelque chose de... Donc déjà, il y a ce goût de regarder les gestes, de regarder les gens qui travaillent. Et puis dans cette séquence, on voit aussi... le fait que les gestes, ça correspond à une place sociale. Les gestes, les attitudes, voilà, et que cette place sociale, elle est très accentuée par cette situation du Grand Hôtel et de personnes extrêmement riches. Plus, ouais. Non, j'ai pas grand-chose à dire là-dessus. C'est vrai que j'adore regarder les gens au travail parce que je trouve quelque chose de beau qui s'exprime dans l'occupation, dans l'idée de donner du sens aussi à notre présence, fabriquer quelque chose. Je peux regarder des gens travailler des heures et pas forcément des gens qui font des choses avec leurs mains. C'est vrai que je peux être fasciné. Je me rappelle avoir atterri dans un bled en Afrique, je sais plus où. Enfin, j'étais resté pendant des heures regarder des gens fabriquer. Bon, mais ça peut au bureau, je peux trouver ça beau. Enfin, je trouve que la concentration donne de la noblesse au regard. Bon, bref. Donc elle le dit à un moment, elle dit j'aime regarder les gens qui font quelque chose et tout. Mais et puis après c'est vrai que ce qui était intéressant avec l'hôtel, c'est que ça ouvre énormément de possibilités parce qu'effectivement tout est hiérarchisé. Les costumes, on peut s'emparer d'un costume, mais il suffit d'un rien pour que ce costume dise autre chose. C'est les codes, Donc pour moi c'était délicieux ça, cette idée de tourner dans un palace. Et puis bien entendu il y avait ce qu'Anne évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire ces gens très très riches qui n'ont pas d'occupation. C'est dans les comédies des années 30, c'est vrai qu'ils avaient voulu débarrasser les personnages de toute préoccupation psychologique, tout ce que vous voulez. Le seul truc à laquelle ils s'occupent, c'est l'amour et puis les cocktails. Donc ça, c'est dans les comédies des années 30, ce qu'on appelait les comédies eggnog. Ils buvaient tout le temps des cocktails eggnog et ils se préoccupaient de savoir qui était amoureux de qui, etc. Donc, c'était souvent dans des décors somptueux. Et voilà. Et j'ai eu envie, avec Hors de prix, de faire une comédie un peu comme ça, un peu aussi sophistiquée. C'est la première fois que j'ai tourné en scope. Et voilà, et filmer des choses assez impressionnantes comme ça, c'était intéressant. Mais des gens totalement oppressés. Hein. C'est ça qui était un peu paradoxal aussi, quoi. Avec beaucoup d'attention portée aux petits détails d'entrée en matière dans les scènes, comme ce petit parapluie de cocktail, voilà, ou des choses comme ça très sophistiquées qui permettent. La mise en scène de Hors de prix, c'est lent. Hein, si vous regardez, enfin le film, il est assez lent, mais j'ai joué avec tout ça. Et la première fois qu'elle le voit, ils se prennent une cuite ensemble. Elle croit qu'il est riche, il lui fait un cocktail, et puis il lui met une. J'adore l'ellipse au cinéma. Il met une petite ombrelle dans le cocktail, et Audrey enlève l'ombrelle, boit le cocktail cul sec et se plante l'ombrelle dans le chignon, et puis après elle tape comme ça et elle dit un autre. Et il y a un cut, et ensuite je suis dans l'ascenseur avec les deux, et dans son chignon il y a 8 petites ombrelles,
Et ensuite, l'ascenseur monte et puis on descend avec la caméra et on découvre le visage d'Audrey ivre-morte. Ça, pour moi, c'est... Je ne sais pas comment vous dire. Moi, quand je trouve une idée comme ça, je suis heureux parce que c'est l'ellipse. Et l'ellipse, c'est le spectateur. Vous voyez, même là, en la racontant, on rit parce que c'est le spectateur qui fait le chemin. Moi, je me dis, mais comment je vais faire? Je vais pas la mettre 8 fois en train. J'avais besoin qu'elle soit ivre et qu'ils aient cette aventure. Je vais pas la faire boire 8 fois en cut. Ou alors, on va mettre la musique à fond et puis on va aller voir un... Et tout à coup, arrive l'idée des ombrelles. Et là, ce que j'explique souvent, c'est que quand vous coupez un plan à l'époque, quand c'était la pellicule, il fallait sacrifier une image du négatif. Vous coupez une image du négatif, elle va servir à fondre et à coller les deux bouts. Voyez, et là, il y a 1/1000 de millimètre, c'est une colle, quoi. Mais dans cet espace, dans l'ellipse, le spectateur comprend qu'ils ont bu. Et ben cet espace, c'est la place du spectateur presque physique dans le film. C'est lui qui fait le trajet, et c'est pour ça qu'il y a une connivence et qu'il rit. Il appartient au film, c'est lui qui voit Audrey boire et c'est pas moi qui lui montre. Et ensuite, j'ai pas arrêté de jouer. On voit ensuite qu'un an plus tard, il est toujours amoureux parce qu'il a gardé l'ombrelle. On fait un fondu enchaîné de l'ombrelle sur le parasol et on arrive au truc. Et ensuite, quand ils recouchent ensemble la deuxième fois, on voit pas toute l'approche, il y a un cut et puis on va voir des petites ombrelles sur le lit, sur le plancher qu'on va suivre jusqu'au lit. Et en fait, ça devient un objet qui sert à raconter. Et ça m'intéresse énormément. J'ai appris ça chez Lubitsch, les objets qui servent à dire des choses. Ça, chez lui, c'est extraordinaire. Le pot de fleurs dans Sérénade 3. Il y a plein d'objets qui vous font comprendre ce qui se passe dans la tête des gens. Mm-hmm. Ce qui est très beau entre la première rencontre et la deuxième, c'est le raccourcissement aussi de ce motif de l'ombrelle. C'est-à-dire que la première fois, ça nous prend 4 plans pour comprendre que ombrelle égale... ivresse égale amour, et la deuxième fois, dès le premier plan, on comprend, on refait nous-mêmes tout le chemin. C'est vraiment un goût que j'ai de la narration par ça, quoi. Ça me plaît énormément. Il faut faire attention parce qu'il ne faut pas perdre le rythme, mais ça peut être très plaisant, quoi. Enfin, en tout cas, moi, ça. Et ce qui est très beau dans le film aussi, c'est la façon dont Audrey Tautou et Gad Elmaleh vont chacun se faire entretenir par une personne plus âgée, très fortunée. Ils sont dans le même hôtel et leurs personnes très fortunées ont plein de choses à faire, comme des garden parties ou des massages. Et donc, ils ont un peu de temps libre de temps en temps où ils se retrouvent. Oui. Et ce que je trouve très beau, c'est que tu les fais jouer comme des enfants. Oui, non, mais c'était l'idée. C'est la cour. C'est l'école buissonnière, c'est la cour de... Leur corps est vraiment celui d'enfants qui court dans les couloirs. Totalement. C'est cette idée vraiment qu'à un moment, ils échappent à la sévérité, au contrôle, et qu'ils se retrouvent pour quelques moments de liberté, d'euphorie. Ce sont des moments volés. Leur vie ne leur appartient plus. Hein. Donc c'était cette idée des enfants, mais alors totalement. Ouais. Il faut essayer tout le temps de trouver un motif, quelque chose, pour que la scène, ensuite, vous ayez une façon de la filmer, même si ça ne se voit pas. Tout à coup, c'est pas uniquement enregistré de la façon la plus efficace possible. Une séquence, c'est essayer tout à coup. D'ailleurs, elle lui dit à un moment, ils s'échappent et ils boivent. C'est l'après-midi. Elle dit, j'adore boire l'après-midi. J'ai l'impression d'avoir un secret parce qu'ils sont un peu saouls. Ils regardent les gens. Ils ont volé un moment. Et elle lui dit aussi, j'ai l'impression de faire l'école buissonnière quand ils voilà. Donc il y a cette idée d'enfant à un moment qui échappe à la sévérité de leurs employeurs, si j'ose dire. Ouais. Qui veulent une exclusivité totale de leur présence, de leur corps, de leur amour. Enfin, il faut jouer tout. Et jusqu'ici, il y avait très peu d'enfants dans ton cinéma, à part Théo dans Liberté, et il y en aura dans le prochain film. On peut dire un tout petit mot avant de passer la parole au public. C'est un film pour enfants. C'est un film pour enfants avec des enfants. Voilà. Pour l'instant, ça s'appelle La petite bande ou les ninjas-verts de la rivière morte. Et c'est l'histoire d'enfants qui vont kidnapper un homme. Et c'est vraiment un film où j'arrêtais pas de dire à Benoît quand on écrivait, il faut écrire à 1m10. Il faut vraiment... Après, si ça plaît aux parents, c'est merveilleux et tout, mais c'est vraiment des histoires d'enfants qui vont essayer d'être à la hauteur, de transcender une grosse connerie qu'ils ont faite et d'en faire quelque chose de... C'est beaucoup sur la hauteur morale des enfants incroyables, c'est insupportable. Ils vous disent tout le temps, c'est pas juste, et puis souvent, ils ont raison d'ailleurs. Hein. Va te coucher, c'est pas juste si vous restez debout et tout ça. Donc, a priori, voilà, il y a ce truc de la justice et leur courage physique et tout, ça m'impressionne beaucoup. Et donc, j'avais envie de faire un film un peu autour de ça. Et puis voilà, ça va être un apprentissage aussi d'autres choses, de la politique, de la démocratie, du vote, du groupe. Ça va être l'histoire d'un groupe qui se forme et tout. Et donc là, j'ai commencé à écrire les dialogues. Et donc, on va le tourner au mois de juin, je pense, j'espère. Voilà.
Donc j'ai jamais travaillé avec des enfants, ça me fait assez peur, pas pour les trucs habituels, mais c'est parce que je sais pas quand est-ce que c'est fatigué, quand est-ce que ça arrête de réfléchir, de penser. Je me Ça rends le pas dit compte. en général. Les miens très vite. Donc je sais pas comment je vais faire. Voilà, on verra. Bon, ben, on est impatient de découvrir ça. Si vous avez des questions, c'est le moment. Oui, vous nous avez parlé de cette semaine primordiale avec les comédiens. En même temps, on sent qu'il y a un véritable amour des comédiens chez vous. Jusqu'à quel moment vous leur laissez une part d'improvisation, de changer un peu le personnage, d'apporter quelque chose au film? Moi, je pense que l'incarnation, c'est très beau, c'est cette part-là, mais il n'y a pas d'improvisation. Les dialogues sont très, très écrits. Mais un jour, Auteuil, il m'a dit un truc que je trouvais incroyable. Il m'a dit, tu sais, Pierre, moi, entre action et coupé, tu peux me montrer au millimètre. Il me demandait de lui mimer les scènes, l'intonation, tout. Donc je faisais exprès de rajouter un peu pour souligner bien les ruptures nécessaires, le temps. Et après, il avait beau faire la même chose, il interprétait. Et c'était, pour moi, c'est le plus grand acteur avec lequel j'ai travaillé, qui a gardé cette part d'enfance incroyable. Il est un enfant encore, Daniel, d'ailleurs. Et donc, il me disait ça, il me dit, même si on me dit le jeu et l'espace pour le jeu et la liberté, il est encore énorme. Donc, c'est très rare. Bon, vous voyez la scène des maquettes, parce que là, il faut un petit truc de vérité, mais même les vannes, je pouvais leur souffler, c'est très rare. Je me suis rendu compte que souvent, quand on improvisait avec des comédiens, ça allait souvent vers le conflit entre les personnages. Il n'y aura pas l'espace, parce que c'est long d'écrire des dialogues, et à moins d'avoir des fulgurances qui arrivent de temps en temps. Audrey, elle avait des improvisations magnifiques. C'est rare. Par exemple, dans Hors de prix, à un moment, il rentre ivre-mort, et avant de rentrer dans la chambre, elle me disait, j'ai une idée, je ne sais même pas si j'ai gardé la scène, mais et elle me dit, voilà, je pourrais dire ça, et Gad dirait ça. Donc ils sont cuits, torchés, ils arrivent devant la porte, et Gad voit des fleurs à côté de la porte, et il fait, elles sentent bon, et elle lui répond, c'est des fausses. Et voilà. Bon, moi, ça me faisait beaucoup rire, donc j'ai dit, ça, on peut garder. Mais c'est rare qu'il y ait cette espèce de précision, etc. Donc moi, j'ai besoin de ça. Avec quel acteur aimeriez-vous tourner dans vos futurs films ? J'ai tendance à recommencer un peu, moi, à créer un esprit de troupe. Donc j'ai toujours aimé garder un peu là. Je vais refaire sûrement avec... Alors les enfants, bon, ça va être des enfants. Mais ensuite, il y a un autre projet derrière qui est déjà très, très avancé. Et je pense que ça sera peut-être avec Pio et Adèle, à nouveau. Et Adèle Haenel et Pio Marmaille, je crois. Mais après, ça dépend. Souvent, vous avez des demandes, des acteurs... Il y a Dujardin qui veut absolument qu'on fasse un film ensemble, mais je me dis, il faut que je trouve un truc pour lui. Parce que sinon, au premier degré, je ne vois pas un acteur jouer. Je me dis, il faut lui faire un... Il faut qu'il y ait une composition, un distrait ou un maladroit ou un escroc, quelqu'un qui joue quelqu'un. Par exemple, Gad n'a jamais aussi bien joué dans Hors de prix que quand il se fait passer pour un duc. Et tout à coup, il est comme ça. Et tout. Il y a des acteurs, on a l'impression qu'il faut un petit décalage et qu'ils jouent quelque chose. Donc ça peut être stimulant de se dire, tiens, je vais essayer d'écrire un truc pour lui. Mais bon, non, je sais pas, il y a plein d'acteurs avec lesquels j'aimerais tourner. Mais c'est terrible parce qu'on fait un film tous les 3 ans ou 4 ans même. Donc à un moment, on ne peut pas tourner avec tout le monde. Hélas, quoi. C'est en voyant des films que tu as des envies d'acteurs ? C'est souvent des rencontres. Pio, c'est une rencontre. Il m'a tellement fait rire. Il était drôle, il était généreux, il était chaleureux. J'ai eu envie d'écrire pour lui. Et puis, vous savez, il y a des acteurs, j'ai vraiment une théorie, moi, maintenant, c'est que les grands acteurs, c'est ceux qui sont inspirants. C'est-à-dire que c'est facile d'écrire pour eux. Depardieu, il est immense parce qu'au fond, si on pense à lui, l'écriture, elle va être plus facile. Gabin, il était immense parce qu'en écrivant, Ventura, en écrivant, la moitié du rôle était déjà écrit. J'ai l'impression que les grands acteurs sont les acteurs inspirants, voilà, qui s'imposent à vous. Voilà. Et j'ai toujours aussi aimé les acteurs très techniques, qui avaient entre la maîtrise et l'abandon, quoi, une grande maîtrise et une capacité à s'abandonner. Sandrine Kiberlin, on a fait Après vous, j'étais impressionné. À un moment, le personnage est censé avoir des plaques rouges parce qu'elle est nerveuse. Je vous assure que sans maquillage, sans rien, Sandrine avait ses plaques sur le cou, quoi. C'était impressionnant. Audrey, évidemment, et il y a des acteurs comme ça que je trouve extrêmement efficaces et émouvants.
Voilà, j'adorerais travailler avec Vima Laponce aussi. Je trouve que c'est un corps burlesque, elle est drôle, elle a un physique merveilleux. Enfin, voilà. On a comme ça des élans comme ça, hein, mais après il faut trouver le bon rôle et tout. Je pense qu'elle sera sûrement dans le film qui se passe en 1900, parce qu'il y a 2 personnages féminins. Voilà. Mais il faut rencontrer les gens, parce que parfois ils vous enchantent et parfois... Je me rappelle quand j'ai commencé dans le cinéma, il y a très longtemps, j'étais amoureux de la sœur de Guillaume Depardieu, que j'avais rencontrée sur le tournage. Et elle m'avait dit, je me rappelle, elle m'avait dit, je commençais, j'étais très jeune, elle m'avait dit, tu vas voir, ils sont tous décevants. J'ai dit, merde. C'est vrai que parfois vous rêvez de gens, vous pouvez les rencontrer. Voilà. Et puis il y en a qui sont extraordinaires. Rochefort, ça a été une rencontre magnifique. Alors lui, il était loin, c'était le contraire, c'était vraiment la poésie incarnée, la fiction incarnée, comme il disait. Dans Cible émouvante. Dans Cible émouvante, parce que j'ai entendu un interview récemment où il disait j'ai choisi de devenir un être de fiction, et moi j'ai rencontré un être de fiction. Un être du premier jour où je suis rentré dans cette chambre d'hôtel pour rencontrer Rochefort qui voulait nous rencontrer avant de dire oui, parce que c'était un premier film, j'avais rien fait. J'ai jamais été déçu par cet homme. Il était drôle, il parlait, il avait un langage de charretier. J'étais hyper choqué au début. Je me suis dit, merde, Jean Rochefort, il parle comme ça et tout. Mais alors vraiment, je vous assure, c'était chaud, quoi. Wow. Et puis, merveilleux, quoi. Extrêmement poétique et encourageant et rassurant. Enfin, j'étais très jeune, j'avais 26 ans et il a été extraordinaire. Lui, pour le coup, une rencontre magnifique. J'ai rarement eu des rencontres, Marie Trintignant, tout ça, c'était des gens extraordinaires. Moi, j'ai eu de la chance. J'ai rencontré des gens vraiment chouettes, quoi. À quelques exceptions près. Par exemple... Je suis en train de me dire non, Pierre. Bonjour. Justement, parmi les comédiens que vous avez fait tourner, quels ont été ceux qui vous ont peut-être inspiré, mais fait vous dépasser en fait dans votre approche de la mise en scène? Auteuil, c'était incroyable parce qu'il était prêt à tout. Et donc, au début, il y a des choses qui n'étaient pas prévues. Et par contre, on a improvisé ensemble des scènes. Par exemple, dans Après vous, il y a une scène d'embauche où il fait croire qu'il ne connaît pas José Garcia. Il va lui trouver un travail comme sommelier. Et alors à part picoler comme une brute, il ne connaît rien au pinard, José Garcia. Et donc, il y a un test d'embauche. Et la patronne du restaurant, il y a Daniel, il y a la patronne et il y a le cuisinier, qui sont tous un peu impressionnants, fait venir José. Donc, on sait on va comprendre qu'Auteuil l'a fait répéter. Il prétend ne pas se connaître. Et il essaie de lui souffler des réponses. Et donc, à un moment, par exemple, elle dit qu'est-ce que vous proposeriez quoi comme vin sur, je sais pas quoi, moi, sur du poisson Non, avec quoi accompagneriez-vous, pardon. Elle dit un vin et dit qu'est-ce que vous proposeriez comme plat avec ça. Et donc, José, il ne sait pas. Tout à coup, c'est une question qui n'était pas prévue. Et Auteuil devait lui souffler des trucs. Et à un moment, on s'est lancé dans une pantomime où Auteuil essaye de lui... Il y a un homard à côté. Et il essaie de lui dire, faut le homard. Et donc, moi, je me voyais en train de diriger quand même Daniel Auteuil, qui devait sortir d'un film de Michael Haneke, si vous voulez, en train de lui dire, fais le homard. Alors Auteuil, il dit, ouais, j'ai fait le homard. Donc, il faisait le homard. Et puis... José, il ne sait pas, donc je dis merde, qu'est-ce qu'il pourrait dire? Je demandais aux gens à l'équipe autour. Je me rappelle de l'électro qui a dit du cerf. Donc qu'est-ce que vous serviriez comme ça? Et donc il y a quand même Auteuil qui fait ça, et il y a José qui dit du cerf. Et j'ai dit à Daniel, fais comme ça. Donc vous retrouvez à mimer la pantomime à un des plus grands acteurs du monde pour moi. Parce que j'ai quand même vu des grands acteurs américains rencontrer ému Daniel Auteuil, et vous dites à Daniel Auteuil, donc tu fais comme ça, et puis après tu fais comme ça, et tout. Elle dit ouais, super. Et je pouvais tout lui demander. Quand il a une déception terrible au téléphone, il raccroche. Et je me rappelle qu'il avait un peu oublié certaines choses du rôle, quoi. Bon bref, parce que et donc je dis, il faut que tu sois très bouleversé et tout ça. Et donc, il a raccroché, il est censé se séparer de Sandrine Kiberlin, il raccroche et il a pris appui comme ça sur une table à côté, comme s'il perdait l'équilibre. J'avais trouvé ça bouleversant.
Eh bien, 5 minutes après, quand on a un peu parlé, j'ai compris qu'il avait oublié qui c'est qu'il y avait de l'autre côté du téléphone. Tu vois, la scène, c'était juste ce truc. Il avait pas lu le scénario depuis longtemps. Donc, il savait absolument pas à qui il parlait, de quoi il s'agissait. Moteur coupé, moi j'étais bouleversé. Et lui, il avait fait 2-3 trucs et tout. Puis voilà. Mais pendant ce petit moment, il était à fond dedans. Et je pouvais tout lui demander juste pour voir s'il y arriverait. Vous savez, c'est comme si je demandais à un mec, mais fais un tour de plus en l'air à un athlète ou à une gymnaste. Et si tu faisais 4 tours, et lui, il fait 4 tours et il atterrit. C'était vraiment pour moi merveilleux, ce talent-là. C'est un enfant de la balle, il a vu, il m'apprenait plein de trucs, j'adorais. Parce qu'il ramenait quelque chose de très simple avec le travail aussi, d'un peu trivial. C'est, à un moment, il me disait, ah oui, l'ivresse, quand je tournais et que je suivais mes parents, en Provence, ses parents, son père travaillait dans l'opérette, etc. Il me dit, il y a un acteur qui jouait super bien l'ivresse, il faisait un truc comme ça, je sais pas quoi, des gestes. J'ai trouvé ça génial de reproduire des trucs qui devaient se transmettre de génération en génération. Ça me rappelait, là, j'avais lu une autobiographie de Charlot où il disait que, par exemple, il avait piqué à tel acteur quand il se faisait courser dans ses films et qu'il prenait un virage et il levait le pied dans le virage comme une voiture, vous voyez, qui tourne à toute vitesse. Et ce truc-là, il le tenait de tel acteur. L'autre truc de remonter son pantalon, la canne, il la tenait. Et tout à coup, il avait rassemblé en un seul personnage une tradition de 200 ou 300 ans de jeu au théâtre, au burlesque à Londres. Et Daniel, j'avais ce sentiment-là, qui portait avec lui quelque chose d'assez unique et qui était ça, cette tradition du jeu et de la transmission, ce truc de la transmission, des planches, du burlesque, du gag, que moi je trouve... vraiment magnifique, magnifique. Pourquoi avez-vous choisi de travailler dans le domaine du cinéma? Alors, tout à l'heure, je vous ai raconté que j'avais vu un film et que j'avais été bouleversé par ce film. Et quand je suis sorti de ce film, je me suis dit, j'ai commencé à marcher comme Al Pacino, machin, j'ai cru que c'est lui qui m'avait ému. Et donc, je me suis dit, je vais être acteur. Donc, après mon bac, alors, je crois qu'il y a deux choses. Je crois que je pensais que j'arriverais pas à faire un métier trop où j'aurais pas de liberté. Et donc, je n'ai pas choisi ce métier en me disant je veux être cinéaste. Moi, j'ai des collègues cinéastes qui me disent qu'à 7 ans, ils ont vu 2001, l'Odyssée de l'espace. Mais sérieusement, qu'ils ont tout compris. Ils se sont dit je serai Stanley Kubrick. Et donc, moi, j'ai pas eu du tout ça. J'ai eu l'amour des comédiens d'abord. J'ai cru que c'était ça que je voulais faire, donc j'ai fait mes spectacles et tout. Et j'aimais beaucoup ça, mais je souffrais trop. Je vomissais avant de jouer, c'était un cauchemar. C'était terrible. Et donc, quand j'ai vu ensuite le film de Lubitsch, là, j'ai vraiment eu un choc, comme je le disais tout à l'heure. D'ailleurs, ça m'a appris tout, même le langage, tout. Et là, je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Donc, comme j'avais dû écrire pour jouer à l'époque mes sketchs, j'avais quand même ce truc-là de la plume, de l'écriture. J'ai acheté un bouquin qui s'appelait « Comment écrire un scénario ». Et je me suis dit, je me suis incrusté dans le stand-up, dans le café-théâtre en écrivant. Je vais essayer d'écrire un scénario pour m'incruster dans le cinéma. Et j'ai écrit « Cible émouvante », que j'ai envoyé à tous les producteurs de Paris qui ont eu la délicatesse de me le renvoyer. Il n'y en a pas un, rien. Et puis après, j'ai rencontré Philippe Martin, qui lui avait reçu le scénario. C'était un copain de copain de copain, qui était un jeune stagiaire à l'époque, mon producteur, dans une autre boîte de prod. Et il m'a dit, je me rappelle, il avait un tic comme ça. Il levait son bras et je me dis putain, regarde pas le bras, Pierre, regarde le mec et tout. Et il me disait, moi je vais monter ma boîte de prod et puis après je vais produire le film de Tilly et ensuite je produirai Cible émouvante. Et le mec, il avait 20 ans, 21 ans. J'avais dit super, merci, au revoir. Et puis il m'a rappelé 2 ans après et il avait moins de tics, mais il avait monté le film et il m'a appelé pour savoir où j'en étais. C'était incroyable, quoi. Et là, il m'a dit, moi, je pense que c'est toi qui dois le réaliser. À l'époque, j'avais écrit aussi en pensant que je pouvais avoir un... Bon, bref, voilà. Et c'est comme ça que ça a commencé. Par une rencontre. Et heureusement, j'avais ce film que j'avais écrit, quoi. Ce scénario. Mais c'est pas, tu vois, c'est pas un truc où on voit sa destinée, son truc, je serais ça. Moi, je crois que les métiers, on les trouve tout doucement. Voilà, j'avais travaillé avant dans les théâtres quand je faisais des cours. J'ai travaillé comme machiniste, comme ripper, comme machin. Et puis on voit, on découvre des choses. Et puis tout doucement, on rencontre un métier si on a de la chance. Mais il n'y a pas comme ça ce truc de... Pour moi, en tout cas, j'avais pas du tout une vocation très jeune. J'aimerais savoir le film qui vous a mis le plus de temps à faire tourner. À écrire aussi, écriture comprise? Oui, compris. En Liberté, on a signé, je crois, presque en 2011 le contrat et le film. Il a été fini de tourner en 2015.
et de monter. Je suis tombé malade pendant le montage. C'est le plus dur. C'est le plus dur, c'est le plus cauchemardesque. Alors que j'étais heureux sur le tournage, ça a été dur. J'avais l'idée d'un personnage qui sortait de prison, un innocent, et qui décidait de faire ce pourquoi il avait été condamné à tort. Vous voyez ? Le mec sort de tôle, il dit « On m'a mis en tôle pour braquage, et ben je vais braquer. » Comme ça, au moins, c'est quelqu'un qui pense que le temps qu'on lui a volé, il a le droit de le rattraper. Donc cette idée, c'est l'idée que tu peux rattraper le temps perdu, c'est une chimère, ça n'existe pas. Mais tout à coup, lui, il a cette idée de toute puissance. Il croit qu'il a droit à un certain nombre de conneries puisqu'il a déjà payé. C'est cette idée de rattraper le temps perdu qui est impossible. Mais ça ne suffisait pas parce que je me suis vite rendu compte qu'il y avait déjà eu plein de films sur des gens maladroits qui faisaient un truc pour lequel ils n'étaient pas faits, des mecs qui doivent braquer alors qu'ils sont gentils, qui ne peuvent pas taper sur quelqu'un. J'ai dit, on va vite tourner en rond. Et puis après, j'ai eu l'idée de cette jeune femme qui, elle aussi, a eu sa vie volée par son mari qui lui a fait croire pendant 8 ans qu'il était un mec bien et dont elle se rend compte que c'est un salaud. Et là, elle va porter la faute de ce mari. Elle sait que le mec a été emprisonné alors qu'il n'a rien fait, que c'est son mari qui a merdé. Et tout à coup, elle est attachée à ce mec, elle le suit partout. Elle essaye de le guérir alors qu'elle n'a rien fait. Et tout à coup, elle a une culpabilité pour une faute qu'elle n'a pas commise. Et là, tout à coup, les personnages me parlent. Et ça y est, le scénario s'emballe. Mais pendant 2 ans, c'était ce mec qui sort de tôle, ça n'allait pas loin. Quand on a inventé Adèle, le personnage d'Adèle, et son enfant, parce que l'enfant, c'est ce qui fait qu'elle ne peut pas dire la vérité. Elle ne peut pas aller chez le juge et dire, ben voilà, parce qu'elle a peur que ce gosse qui aime tellement son père, ce soit une deuxième mort pour lui. Et là, ça y est, on a tout en place. Donc d'abord l'innocent, ensuite la coupable, mais pas réellement, c'est son mari qui a fait la faute, et le gamin qui empêche la vérité d'arriver. Et là, le film, il est parti, quoi. Mais ça a été long. Merci beaucoup, Pierre Salvadori. Merci.